Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Bienvenue à vous tous dans Les vraies voix sur Sud Radio. C'est parti jusqu'à 19h, comme toute l'année, comme tout l'été d'ailleurs. On est ravis de vous retrouver et de vous accompagner. Vous êtes peut-être en vacances, on vous le souhaite, ou alors même en jour férié. Peut-être êtes-vous au travail, ou alors sur la route, vous rentrez du boulot, ou de vos vacances, ou de la plage pour les plus chanceux. Quoi qu'il en soit, vous êtes tous les bienvenus sur Sud Radio jusqu'à 19h au 0826 300 300. Comme tous les soirs, on a une vraie voix à distance qui nous accompagne, qui nous a appelé sur le 0826 300 300. Aujourd'hui, on sera accompagné par Marie. Bonjour à vous, bonsoir à vous Marie. Oui, bonsoir. Vous nous appelez du Gard, je crois. Où est-ce que vous êtes dans le Gard? C'est un grand département? Oui, je suis tout près de l'Hérault quand même, au bord du Bidour. Là. Bon, écoutez, c'est un endroit magnifique. On est ravis d'être en votre compagnie, en tout cas ce soir. Je vous présente également celles et ceux avec qui vous allez faire cette émission ce soir. Nous sommes avec une nouvelle, Fanta Bérété. Bonsoir à vous. Bonsoir. C'est votre première dans Les vraies voix. Soyez pas si timide, vous allez voir, vous allez vous y faire. On est gentil sur Sud Radio. Vous êtes députée Renaissance de Paris. Pas de vacances pour vous, ou alors vous les avez déjà eues avant? Un petit week-end sur 2 mois de vacances? Oui, comme pas mal de Français. Je ne pars pas en vacances. Vous n'êtes pas parti comme plus de la moitié des Français. Ce qui veut dire qu'elle est proche des Français. Donc voilà. Exactement. Voilà, à tout moment. Exactement. Écoutez, en tout cas, on espère pour vous que c'est pas du travail d'être ici. Celui qui travaille, il est revenu de ses vacances. Vous l'entendiez à l'instant. Abdoulaye Kanté, notre policier. Bonjour à tous. Bon, toujours pas, vous les regrettez pas vos vacances? Bon, ça après, c'est une autre question. Hein. C'est une autre question. Proche des Français. Proche des Français, en travaillant. Mais vous savez, on peut être proche des Français qui sont nombreux à être en vacances aussi. Faut penser à tout le monde sur Sud Radio. Philippe Bouriaki, bonsoir à vous. Bonsoir. Conseiller régional co-porte-parole, vous y tenez au co de porte-parole de l'écologie au centre. Alors pour vous situer, vous êtes écologiste, vous faites partie de la majorité régionale de Valérie Pécresse en Île-de-France. C'est toujours le cas ? Alors non, je ne suis pas dans son groupe majorité régionale, je suis toujours non inscrit, mais c'est vrai que je suis très proche de Valérie Pécresse et je l'accompagne énormément. Et comme ça au moins on a toutes les nuances possibles. Avec vous, on va débattre ce soir, c'est pas une surprise, c'est le principe de cette émission. D'abord, on va parler de vos courses, les courses alimentaires. Aurait-il fallu publier la liste des éventuels industriels qui n'ont pas forcément joué le jeu de la baisse des prix ou des renégociations? C'était une promesse du ministre de l'économie Bruno Le Maire. On donnera les noms de ceux qui ne baissent pas assez leur prix ou qui ne renégocient pas. Finalement, on l'avait déjà appris par Olivia Grégoire sur Sud Radio et ensuite on l'apprend aujourd'hui, c'est confirmé par nos confrères d'une radio concurrente. Le gouvernement repousse cette mesure dans la mesure où ils expliquent que les industriels et la grande distribution ont suffisamment baissé leur prix quand ils pouvaient le faire. Est-ce qu'il fallait le faire ou pas? Vous votez sur Twitter, vous nous appelez 0826 300 300. Tiens Marie, vous faites vos courses vous aussi. Ça a baissé les prix chez vous ou pas? Ah non, ça continue d'augmenter et ça je trouve que c'est vraiment scandaleux parce que c'est vraiment sur les gens qui ont peu de revenus que ça va peser parce que ça pèse sur tout le monde, les riches, les moins riches et les pauvres. Mais en proportion, effectivement, le panier de courses, le caddie, ça pèse plus lourd chez les pauvres. En proportion, ça paraît logique. On va en parler justement de l'évolution des prix tout à l'heure à partir de 17h30. À 18h30, où va finir Donald Trump? Finira-t-il en prison ou à nouveau à la Maison-Blanche? Tiens, c'est une question qu'on se pose. On va vous proposer un débat, mais avec 2 invités, 2 Américains, une démocrate et un républicain. Ça barde après la 4e inculpation de l'ancien président américain Donald Trump, accusé par une procureure américaine d'avoir tenté d'obtenir des voix, plus de 11 000 voix pour inverser le résultat électoral de la présidentielle en Géorgie. On en parlera avec vous tous. On va parler de tout ça sur Sud Radio ce soir, mais d'abord j'aimerais qu'on fasse un petit hommage parce que la France a perdu le réalisateur d'un des moments de télé les plus cultes qu'on ait connu, qui a bercé des générations et des générations. Est-ce que cette musique vous dit quelque chose? Bonne nuit les petits. Bonne nuit les petits. Vous vous rappelez comment ça se passait ou pas? C'était le soir à la télé. Effectivement, vous entendez la voix de Nounours. Faites de bons rêves. Et ensuite, en général, il descendait pour aller voir, il descendait pour aller voir les enfants sur son échelle. Pom, 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 pom. Le réalisateur de cette mythique série télévisée qui était probablement regardée comme le 20h par tous les enfants avant que le marchand de sable ne leur jette du sable pour les endormir. Le réalisateur s'est éteint. Il fallait qu'on rende hommage à Bonne nuit les petits. Tiens, petite question aussi, petite devinette ce soir. Est-ce que vous savez pourquoi la tradition disait que le marchand de sable était celui qui faisait dormir les enfants? Ça vient d'où? Alors là, c'était quoi le prétexte, l'explication? Je l'ai découvert hier, je ne vais pas faire mon pédant. Une idée.
Le sable, parce qu'il était censé jeter du sable et le sable piquait les yeux des enfants. Et quand on est fatigué, quand on a trop joué à la console, par exemple, qu'est-ce qu'on a? On a les yeux qui piquent. Voilà, je savais que ça vous parlerait, quoi qu'il en soit. Il fallait qu'on rende hommage à cette série télévisée, grand moment de télé. Au programme aujourd'hui, tout ce qu'on va aborder. Évidemment, on va faire le tour des actualités, celles qui vous ont marqué. C'est dans un instant, le tour de table de l'actualité des vraies voix. À tout de suite sur Sud Radio. Les vraies voix de l'été avec Fanta Berete, député Renaissance de Paris, avec Abdoulaye Kanté, policier de son état, et Philippe Bouriaki, conseiller régional écologiste au centre de la région Île-de-France. On a réussi à tout dire. Je le disais dans quelques minutes. Est-ce qu'il aurait fallu publier la liste des éventuels industriels ou alors enseignes de la grande distribution qui n'auraient pas suffisamment baissé leur prix? On va parler de l'inflation dans quelques minutes avec nos invités et avec vous au 0826 300 300. Mais avant ça, les actualités qui retiennent l'attention de nos vraies voix. Philippe Bouriaki, c'est vous qui allez vous y coller aujourd'hui pour commencer, parce que vous voulez rendre hommage, et ce ne sera pas pour déplaire à Abdoulaye Kanté, à la police. Pourquoi ? SOS, ma police va craquer. C'est en référence à un film célèbre, c'était Ma cité va craquer à l'époque. Et donc, je dis tout simplement qu'ils sont pris entre le marteau et l'enclume. Nos anges gardiens travaillent la peur au ventre. 300 000 protecteurs et protectrices qui protègent 60 millions d'âmes et qui réalisent plus de 26 millions d'opérations par an sont au bord du burn-out. Violence urbaine, violence rurale, trafic de stupes, enquête, dépôt de plainte, gilets jaunes, manifs, retraite, événements sportifs, sécurité routière, 17 police secours, banditisme, terrorisme, renseignement, interpellation, course-poursuite, flag, sécurisation des sites gouvernementaux, etc. Voici les missions qui sont demandées aux dépositaires de la force publique, autorisation d'utiliser de la violence légitime pour appréhender un ou une, mais plutôt en général un malfaiteur. Ils sont aujourd'hui constamment sur le fil du rasoir et s'ils mettent du temps à intervenir, c'est des bons à rien, et s'ils interviennent de manière musclée, c'est des mauvais en tout. Alors, oui, lorsqu'on se fait insulter, caillasser, menacer tous les jours et qu'on doit intervenir dans une situation de stress et de danger imminent, peuvent emmener des analyses de situations perturbées. Combien d'auteurs de délits appréhendés et derrière les barreaux, grâce à ces femmes et ces hommes? Combien de vies sauvées? Ces femmes et ces hommes qui veillent sur notre sécurité, nos biens, au péril de leur propre vie. À ces politiques qui les envoient au carton pour les lâcher au premier hurlement, à ces politiciens qui les stigmatisent avec leur la police tue, je leur dis honte à vous et sur vous. Une pensée pour les familles et les collègues des 60 anges gardiens qui mettent fin à leur vie avec leur arme de service, car ils n'en peuvent plus. Il y a eu encore, on peut le rappeler d'ailleurs, il y a quelques jours, le suicide d'un policier. C'était d'ailleurs dans son commissariat, je crois. Effectivement, je ne sais pas si d'ailleurs l'enquête avait avancé, parce qu'au début, on nous avait dit que ça n'avait à ce stade rien à voir avec sa fonction de policier. C'était les premières informations qui nous étaient parvenues. Bon, la police va mal pour vous, en tout cas, Philippe Bouriaki. D'abord, on a un policier, donc on va en profiter justement. Est-ce qu'il confirme? Je sais, mais vous allez recommencer. C'est un dialogue, mon cher Philippe. Philippe, merci déjà pour cet hommage, et je pense aussi qu'il le décrypte comme on le fait très souvent sur cette antenne, et même sur d'autres plateaux, ou même en dehors. Donc je pense que la police, en fait, on l'explique depuis un certain nombre de temps que c'est une police qui est là pour les citoyens, qui est là pour la population, qui est surutilisée, suremployée, avec les moyens qui lui sont alloués. Il serait mensonger de dire que le ministre actuel n'a pas mis des moyens pour justement moderniser cette police. Après, effectivement, il faut prendre du retard, il y a eu du retard, donc il faut le prendre. Mais pour autant, il faut que la police s'adapte à la société qui est en train d'évoluer. Quand je dis que la société évolue, c'est-à-dire la violence qui est en train d'évoluer. Aujourd'hui, il est d'une réalité où l'autorité en lui-même, que ça soit policier, que ça soit un maire, que ça soit un enseignant ou un médecin, on en parlait il y a quelques jours, où se font agresser, on va dire de manière crapuleuse, de manière gratuite. Que doit-on faire? Aujourd'hui, il y a une réalité. Il faut dénoncer ces choses, c'est-à-dire un changement, on va dire, radical des comportements humains. C'est-à-dire que... Est-ce que vous êtes en train de me dire, parce que si je suis votre logique, vous dites oui, mais la société devient de plus en plus violente. Je vous ai pas oublié, Philippe Bouriaki. Mais c'est un constat que Est-ce que ça signifie que la violence engendre la violence, et que du coup vous êtes en train de me dire que
comme vous êtes confrontés, vous, policiers, à de plus en plus de violence, et parfois vous êtes obligés de réagir de manière de plus en plus musclée. Mais je le redis encore, c'est que nous avons le monopole de la violence, même si certains n'aiment pas l'entendre, mais c'est strictement encadré par la loi. Il faut le dire, c'est que c'est parce qu'on a le monopole de la violence que cela nous autorise à faire de violences illégitimes. D'ailleurs, on l'a vu à plusieurs reprises. Le terme violence policière, ça je le réfute encore, j'aime pas. C'est plutôt les violences illégitimes. Voilà. Nous allons légitimer la violence. Il y a des violences illégitimes aussi de certains de vos collègues. Mais évidemment, je pense qu'il serait malhonnête de dire que oui, qu'on ne nie pas certaines violences illégitimes, et bien entendu, elles sont sanctionnées. Et revenons alors sur ce burn-out. Est-ce que vous reconnaissez dans ce que dit Philippe Bouriaki, vous allez avoir la parole aussi, Fanta Berete, sur le burn-out de vos collègues. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une impression qu'on pourrait avoir ? Non, c'est pas une impression. Je pense que quand vous êtes face à... Vous savez, je l'ai écrit dans mon livre Policiers enfants de la République, où je le dis que nous sommes des éponges de la société. C'est vrai que nous faisons face souvent à des images, des comportements, des situations où on est obligé d'arriver avec ce qu'on appelle notre éponge pour essuyer ce que le citoyen lambda ne veut pas voir. Et derrière, je dis encore une fois, je persiste et je signe, c'est que vous savez, derrière les uniformes, vous avez des humains. Et c'est vrai qu'il faut avoir cette capacité à pouvoir absorber tout ce quotidien que certains n'aimeraient pas voir. Donc, et puis, il n'y a pas une semaine sans laquelle d'ailleurs on apprend un fait divers épouvantable. Tiens, je prends l'exemple de ce qui a pu se passer à La Rochelle. Il y a quelques jours, c'était le maire de La Rochelle, Jean-François Fontaine, qui nous le révélait. Je le cite, j'apprends que lors d'un contrôle policier, pont du Gabu, un individu que des policiers tentaient d'immobiliser a mordu le pouce de l'un d'eux, lui sectionnant la première phalange. On ne parle pas seulement d'une petite morsure. Je vais, juste avant que Fanta récupère la parole, juste simplement déjà donner un hommage à nos collègues qui juste sur un contrôle lambda, se font agresser de la sorte, et on voit que notre collègue, je l'ai publié d'ailleurs, s'est fait arracher carrément son pouce. Il y en a un qui a perdu son pouce. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont des comportements qui sont à la fois, on va dire, qui se sont démocratisés, banalisés, qui sont inacceptables. Sans oublier d'ailleurs les faits divers par moments d'une violence ahurissante comme ce qui s'est passé à Cherbourg. On en a parlé, on en reparlera demain sur ce viol épouvantable à Cherbourg dans le Grand Matin Sud Radio de Benjamin Glaise. Fanta Berete, vous êtes représentante de la nation. La police va mal, disent les policiers, dit une bonne partie de la population. Comment vous y réagissez ? Écoutez, je pense que ça fait... Bon, déjà, merci Philippe pour cette mise à jour, parce que c'est vrai que c'est un sujet dont on parle depuis des semaines, j'ai envie de dire quasiment des mois. Donc, je pense qu'on est une majorité de Français à aimer notre police, à aimer nos forces de l'ordre d'une manière générale. Et je pense qu'il faut pouvoir saisir chacune des occasions déjà pour le dire et le réaffirmer, parce que je pense que c'est pas évident de laisser ses enfants le matin, de laisser sa femme et de partir et de se dire est-ce que je vais rentrer ce soir. Donc ça peut être un pouce, mais ça peut être bien plus grave. Je peux me faire reconnaître dans les rues comme à Marseille où il y en a un qui s'est fait tabasser au sol. On a vu les images. Ensuite, je profite d'être à l'antenne pour passer le bonjour aux policiers du 15e arrondissement et du 7e arrondissement. Voilà, parce que du coup ce sont les policiers que je croise le plus souvent. Et donc effectivement, ça a été rappelé ici, on ne peut pas dire qu'on ait un ministre de l'Intérieur qui n'ait pas mis les moyens. Je pense que le ministre est au travail, qu'il a conscience qu'à chaque fois que c'est possible, que ça lui est possible, il rend hommage aux policiers. Récemment encore, je crois, dans les dernières 48 heures, il a d'ailleurs remis des médailles à un certain nombre d'entre eux. Donc, mais ça ne fait pas tout, bien entendu. Et je pense, moi je viens de la filière RH, qu'il va falloir à un moment donné, même si là on a voté des budgets qui permettent de se projeter, et ça c'est important sur un certain nombre d'années, qu'il va falloir qu'on analyse tout simplement aussi la fiche du métier du policier, parce que ce métier a changé. Effectivement, les personnes qui sont en face n'ont plus rien à voir, certainement, sans aucun doute, avec les personnes qu'on avait et qu'ils avaient devant eux il y a 30 ans. Et sans vous couper de l'attractivité du métier, parce qu'aujourd'hui, on fait face à ce grand problème où, aujourd'hui, c'est vrai que moi, j'ai souvent des messages de jeunes qui essayent de se dire, bon, j'ai envie de m'engager en tant que policier, j'ai envie de passer le concours, je me pousse, mais on fait face aussi à ces interrogations, les polices violentes, etc. Donc, c'est ça aujourd'hui. On peut aussi, ceci dit, on a parlé que des bons côtés, mais on peut parler de tout, on est là pour débattre. Parlons aussi de ce qui fâche, c'est-à-dire qu'il est logique que certains jeunes des quartiers, par exemple, pour ne citer que, vous en êtes un vous-même, vous en étiez un, pardon, Abdoulaye Kanté, il est logique que certains jeunes n'aient pas forcément envie de devenir policiers quand ils voient ce qui est arrivé à ce jeune Marseillais à qui il manque une partie du crâne, ou quand ils voient la vidéo. Je rappelle d'ailleurs que les policiers dans les deux cas sont toujours présumés innocents. La vidéo de la mort du jeune Naël. Donc il y a aussi ça qui fait peur à une partie de la population dans ce pays.
Bien sûr que ça fait peur. En fait, on est beaucoup aussi peut-être de parents ici. Donc, en fait, on a envie que nos enfants puissent trouver un métier qui va leur plaire et dans lequel ils vont pas être exposés. C'est la même chose pour nos militaires, d'ailleurs. Donc, finalement, encore une fois, je pense que le rapport de police-jeunesse, il faut qu'on ose se poser des questions. Il faut qu'on puisse aussi se mettre autour de la table. Moi, j'ai grandi à Bron, donc dans le 69, et donc dans un quartier. Mais qu'est-ce que vous pensiez, tiens, vous n'étiez pas député à l'époque, vous étiez peut-être collégienne, lycéenne. Qu'est-ce que vous pensiez des policiers quand ils débarquaient dans le quartier où vous avez grandi à cette époque-là? Moi, j'ai grandi avec une mère, je l'ai écrit d'ailleurs aux 170 députés de la majorité il y a quelques semaines, qui nous a appris, à mes frères et à moi, à tout simplement obtempérer et quelque part baisser la tête. Et je me questionne sur ce baisser la tête, parce que je vous l'ai dit, je commence par j'aime cette police, et effectivement, j'ai pas envie de baisser la tête juste pour tendre mes papiers. Donc ça, je pense vous baissiez la tête pour tendre vos papiers. En tout cas, c'est ce qu'on vous avait appris. C'est ce qu'on m'a appris. C'est ce qu'on m'a appris. Quand on baisse la tête, c'est qu'on a peur. Quand on baisse la tête, c'est qu'on a peur. Mais vous aviez peur de la police? Non, pas forcément. En fait, on grandit avec des principes éducatifs. Moi, ma mère nous a dit, faites attention, notamment pour mes frères. Donc, faites attention. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de jeunes qui nous disent des choses, et c'est pour ça que j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'on a besoin de pouvoir véritablement, il y a des travaux sociologiques qui ont été menés, il y a aussi des enquêtes qui ont été menées, mais se mettre autour de la table pour voir, notamment dans le cadre des formations, comment on fait pour mieux accompagner, je dis bien, je commence par accompagner, puis former aussi nos forces de l'ordre de façon à ce qu'elles puissent être peut-être dans une autre réaction par rapport à cette jeunesse qui ne ressemble pas à la jeunesse sur laquelle sur ces questions-là, moi je suis vraiment hyper attaché, parce que je vais aussi avec une association sur ces quartiers-là, parce que pour essayer de parler avec ces jeunes, justement pour avoir leur regard sur la police et essayer de faire changer aussi au niveau de la formation, parce que j'ai interpellé nos ministres et tout, leur dire que pour la formation, je pense qu'il faudrait, au lieu d'aller chercher des sociologues qui, je suis désolé de le dire, qui certains n'ont peut-être jamais mis les pieds dans un quartier, qui vont essayer d'expliquer la police à d'autres, pourquoi pas aller chercher ces acteurs associatifs, ceux qui sont dans les quartiers, les emmener dans les formations initiales, parce que souvent les policiers qui arrivent des fois sur ces terrains-là sont souvent ceux qui sont, je respecte la Creuse, mais qui sont issus de la Creuse, qui n'ont pas forcément, on va dire, le même magnifique paysage. Département. Hein. Et évidemment, c'est pour ça que je les salue, mais juste essayer de faire comprendre que c'est à partir de là qu'on arrivera à faire bouger les choses. Non, mais justement, si je me suis permis de vous interrompre là-dessus, sur ce que vous disiez, c'est que effectivement tous les territoires ne se ressemblent pas. J'ai grandi pour ma part à la campagne. Évidemment que j'aurais obtempéré si un gendarme était venu me voir en me demandant mes papiers. Et par exemple, ça ne me serait pas forcément venu à l'esprit de baisser les yeux quand je croisais un gendarme, sauf s'il avait l'air de vouloir me faire des remontrances. Effectivement, peur du gendarme, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas être vu avoir peur du policier. C'est dire que quand on voit la police ou les gendarmes, il faut se sentir rassuré. Mais derrière, il faut se sentir rassuré. Et je pense que pour la majorité des gens, quand on n'a rien à se reprocher, quelque part, moi c'est un automatisme. L'énorme majorité. Donc je baisse la tête, mais en tout cas, voilà, ça se passe bien. Philippe Bouriaki va reprendre la parole. Je sais qu'il a peur de personne en plus, et surtout pas de moi. C'est pour ça que de toute façon il en prendra. Mais avant ça, Marie, dans le Gard, toujours avec nous, 0826 300 300. Est-ce qu'on a moins peur aujourd'hui des policiers ou des gendarmes ? Écoutez, honnêtement, moi j'ai jamais eu peur des policiers et des gendarmes. Je sais pas. Là, honnêtement, j'ai eu récemment besoin de gendarmes. Je suis allée à la gendarmerie, pour faire une déclaration, et tout le monde a été très très gentil avec moi. Voilà. Parce qu'ils étaient là pour vous rendre service et pour vous dépanner justement. Oui. Donc vous les avez vus toujours dans des bonnes circonstances en fait, ça. Est-ce que vous comprenez qu'une partie de la population, la jeunesse, et une partie de la jeunesse plutôt, dans certains quartiers, ait peur de la police ou pas du tout ? Oui, mais je pense qu'ils ont peur parce qu'ils ont affaire à eux dans des circonstances un peu exceptionnelles, ou peut-être pas toujours à leur avantage. Je sais pas. Moi, même jeune, honnêtement, j'ai vécu quelque temps dans une cité, et même à cette époque-là, avec un papa qui était très sévère, et des parents quand même qui exigeaient qu'on reste chez soi et qu'on soit poli. L'éducation. J'ai jamais eu peur des gendarmes ou de la police. Et c'était important aussi de le dire, on a tous des expériences un peu différentes, justement. Philippe Bouriaki. Écoutez, non, j'avais pas peur, mais j'avais un respect. J'étais, je le rappelle pour celles et ceux qui ne savent pas, moi je suis franco-algérien, donc je suis né en Algérie et donc j'ai grandi
pas longtemps, 5 ans en Algérie, mais je peux vous assurer, je vous invite, pour celles et ceux qui pensent que nos policiers sont méchants, je ne dis pas que les policiers algériens sont méchants, mais vous allez voir l'autorité, dépositaire ou pas, vous allez voir les règles de l'état de droit ne sont pas tout à fait les mêmes. Ouais, d'accord, mais alors, c'est légèrement différent. C'est légèrement différent, mais vous venez avec un certain respect du pouvoir des personnes qui représentent l'autorité de l'État et la sûreté. Hormis l'autorité, je rappelle que ces anges gardiens, lorsque vous les appelez, que vous soyez blanc ou pas blanc, que vous soyez musulman, juif, athée, chrétien, peu importe, que vous soyez riche ou pauvre, ils se déplacent au péril de leur vie. Point. Ne serait-ce que ça mérite le total respect. Alors moi, effectivement, ma mère ne nous a pas appris à baisser la tête ou à baisser les yeux, mais à faire le salut qu'on a dans les arts martiaux, celui de saluer comme un petit peu à l'asiatique, pour montrer le respect. Et à ce moment-là, c'est pas une forme de domination ou de soumission, c'est une forme de respect et d'obtempérer, effectivement. Je pense qu'effectivement, oui, c'est d'obtempérer. Moi, à chaque fois que j'ai eu à donner mes papiers et que j'ai toujours été courtois et poli, les contrôles se sont toujours bien passés. Alors c'est vrai que c'est souvent, entre guillemets, le même type de personnes qui sont contrôlées parce que, pour avoir échangé avec beaucoup de policiers, les signalements qu'on leur remonte lorsqu'il y a des infractions, c'est ce même profil. Alors, il y a une minorité de ce profil. C'est-à-dire des jeunes en jogging, par exemple. Tout à fait. Et lorsque ce profil est remonté, c'est difficile de faire le pour et le contre, de savoir lequel de ce profil qui correspond est l'auteur ou pas. Et donc les contrôles sont plutôt ciblés sur des signalements qu'on leur fait. Ils ne contrôlent pas de manière aléatoire. Sauf que certaines statistiques qu'on peut lire, par exemple, y compris faites dans certains pays anglo-saxons, disent que lorsque vous n'avez pas la peau blanche, puisque c'est comme ça que l'on fait les statistiques, vous avez énormément plus de chances de voir votre identité contrôlée en France que dans d'autres pays comme la Grande-Bretagne. J'ai pas l'impression qu'il y ait moins d'insécurité en Grande-Bretagne. Je veux bien, si on parle de questions statistiques, poussons le bouchon un peu plus loin. Les statistiques sont interdites en France, mais faisons-le. Faisons-le. Si réellement on veut avoir des réponses, on va dire, officielles venant d'une institution étatique, etc., et au lieu de donner ça à certains sociologues, allons-y. Mais c'est vrai que c'est un tel réponse. Vous voyez, avant-hier, j'ai échangé avec la police montée sur l'île loisir de Draveil, au Port-Cerise. Et mais vraiment un échange ultra intéressant et vraiment riche. Et ils me disent, lorsqu'on a un signalement sur un caucasien, nous allons contrôler un caucasien. Caucasien, c'est le terme anglo-saxon pour dire blanc. Évidemment, quand on a un signalement sur un blanc, la police y va aussi, logiquement. Fanta Berete, vous vouliez... Oui, je voulais rajouter, rebondir au propos d'Abdoulaye. En fait, du coup, là-dessus, moi, je suis complètement aussi pour les statistiques, parce qu'il y a que ça qui est vrai. En fait, ça permet de mieux piloter nos politiques publiques. Et c'est vrai qu'en France, on se cache un petit peu en se disant oui, mais c'est pas bien, etc., etc. Je pense qu'il y a que ça qui est vrai. Et d'ailleurs, dans le cadre de ce travail-là, un petit peu d'indicateur, Marc Ferracci, donc qui est un député de la majorité, va présenter un projet de loi, il en a déjà parlé, concernant le testing sur la discrimination, notamment concernant le logement et le logement et le travail. Donc peut-être que nous pourrions aussi se mettre encore une fois autour de la table pour essayer d'aller voir si on peut amender et aller plus loin. Mais c'est déjà un premier pas qu'on va pouvoir faire là-dessus. Et c'est vrai que ça permet de réguler et de mieux ajuster les mesures qu'on prend. Aujourd'hui, on ne sait pas réajuster nos politiques. Parce que justement, si on peut, on va dire, essayer de prendre cette initiative de testing, ou bien de peut-être avoir des résultats suite à des statistiques qui sont officielles. Moi, je viens de dire que oui, ça pourra aussi permettre d'aider et aussi de pouvoir élargir l'esprit de certains qui pensent que la police, si je casser des idées reçues. Ça, voilà, c'est le but. Pourquoi pas. En tout cas, restez avec nous. On reparlera évidemment de la police dans les prochaines semaines sur Sud Radio. 0826 300 300. Sujet qui aurait pu être plus consensuel, mais qui ne l'est pas forcément. On va faire les courses dans un instant. Est-ce qu'il aurait fallu afficher la liste des éventuelles enseignes de la grande distribution ou industrielles qui n'auraient pas suffisamment baissé leur prix? On en débat dans un instant sur Sud Radio. Jean-Marie Bordry. Les vraies voix de l'été sur Sud Radio jusqu'à 19h avec Marie. Tiens, c'est un beau prénom pour un 15 août. Après tout, c'est presque la Sainte-Marie, le 15 août. C'est pour ça qu'on est ravis de vous avoir au 0826 300 300 depuis le Gard, ma chère Marie. On est avec Philippe Bouriaki également, Abdoulaye Kanté, Fanta Berete. Et on va accueillir dans un instant notre invité Olivier Dauvert. C'est l'homme qui passe sa vie à faire les courses et à comparer les prix. C'est pour ça qu'on est ravis de le retrouver dans un instant sur Sud Radio. On va en parler tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il aurait fallu afficher les noms des éventuels industriels ou enseignes de la grande distribution qui n'auraient pas suffisamment baissé leur prix? Olivier Dauvert, bonjour à vous. Bonjour à tous. Vous, je le disais, vous passez votre vie à faire les courses, effectivement, dans les rayons des supermarchés. Même aujourd'hui, vous avez fait vos courses un 15 août. Il y avait donc des enseignes ouvertes. Vous êtes expert consommation, fondateur des éditions Dauvert, éditions éponymes. D'abord, j'aimerais qu'on réécoute ces propos du ministre de l'économie, Bruno Le Maire. C'était il y a quelques mois. Nous allons demander aux grands industriels de revenir une nouvelle fois à table de négociation et ensuite que les choses soient bien claires. S'ils ne le font pas, avant la fin du mois de juin, je publierai la liste de tous les industriels de l'agroalimentaire qui ont joué le jeu et la liste des industriels de l'agroalimentaire qui ont refusé de revenir à la table de négociation et qui n'ont pas voulu faire baisser les prix de détail alors que les prix de gros baissent. La liste sera publiée fin juin. Alors c'était une menace pour fin juin, elle a été ensuite repoussée et on a appris à demi-mot par la ministre Olivia Grégoire il y a quelques jours sur Sud Radio et ensuite ça a été confirmé par certains confrères aujourd'hui. Finalement on ne publie pas la liste à ce stade dans la mesure où a priori tout le monde aurait joué le jeu, c'est ce qu'indique le cabinet de Bruno Le Maire. Tout le monde a joué le jeu, Olivier Dauvert ? Non, on ne peut pas dire ça. D'abord, il faut commencer par rappeler quand même que ce qu'on appelle donc le name and shame, en très mauvais français, c'est-à-dire le fait de désigner, puisque c'est de ça dont vous parlez. On publie une liste de mauvais élèves. Voilà, c'est quand même une forme d'arme atomique ou d'arme nucléaire. C'est-à-dire que le but, c'est d'en menacer ceux qui pourraient en être victimes, mais c'est de surtout pas l'utiliser. Et là, effectivement, on sent bien qu'en ce moment, la main tremble un peu. Parce que les raisons pour aller au bout, elles sont là, mais le politique désignant telle et telle entreprise, en France, on ne l'a jamais vu. En tous les cas, avec ce niveau de sévérité, tel qu'il était promis par Bruno Le Maire, vous venez de le rappeler, il y a encore quelques semaines. Parce que dans les faits, on ne voit pas encore vraiment le fruit des renégociations. Et quand on est un peu informé, je ne pense pas être le moins informé dans ce secteur-là, on n'a pas entendu que les renégociations avaient vraiment démarré de toute façon. Donc on est quand même dans cette espèce d'entre-deux où les industriels sont en train de gagner un peu de temps, en tous les cas la majorité d'entre eux. Alors qui décide? C'est important parce que vous êtes l'expert de ce domaine. Nous, quand on fait nos courses, on se dit tiens, ça a baissé chez telle enseigne, chez telle autre enseigne. On se dit pas que la baisse des prix vient plutôt de la distribution ou alors plutôt de l'industriel. Qui décide vraiment de baisser les prix ou peut décider? Le prix qui est pratiqué dans votre supermarché, il est de la responsabilité du supermarché. Ce ne sont pas les industriels qui fixent leur prix. Bon, une fois que je vous ai dit ça, il faut quand même évidemment mettre des choses qui vont un peu compliquer ce qui était une affirmation toute simple à comprendre. C'est que le supermarché, il doit respecter donc quelques règles et notamment, il ne peut pas vendre en dessous de 10% plus cher que le prix auquel il l'a acheté lui-même. Je prends un exemple. Un camembert que Carrefour ou Leclerc auraient acheté 2 € au fournisseur doit être revendu à minima à 2,20 €. C'est la loi, 10% de marge depuis la fameuse loi qui était née des États généraux de l'alimentation. Donc concrètement, ça veut dire quand même que le prix que vous payez en rayon, il est la conséquence du prix auquel le fabricant de camembert l'a vendu à Leclerc ou à Carrefour. Carrefour et Leclerc ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et voilà tout l'enjeu depuis quelques semaines, c'est que le fabricant de camembert, je prends cet exemple, mais ce sont tous les industriels, ça nous parle à tous, vous inquiétez pas, va accepter ou pas de renégocier le prix de son camembert. C'est-à-dire en gros, de plus le vendre 2 € à Leclerc, mais peut-être de le vendre 1,80 € pour que ensuite Leclerc puisse à son tour baisser le prix. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, les industriels, ils traînent des pieds. Mais finalement, chacun est dans son rôle. On est en train de vivre à l'envers ce qu'on vivait d'habitude les autres années. En général, c'est les distributeurs, vous savez, qui traînent des pieds. Ils ne veulent pas négocier. Désormais, c'est les industriels. Pourquoi? Parce qu'on leur demande de baisser leur prix et ça, ils n'aiment pas trop. Même quand c'est Bruno Le Maire qui le dit. Et surtout quand on est industriel et que sa propre facture d'électricité a flambé dans l'usine, par exemple. Il y a des raisons objectives au fait qu'aujourd'hui, on se retourne vers les industriels en demandant des baisses. On va prendre un exemple concret. Le prix du blé,
il a en gros été divisé par 2 depuis le début de la guerre en Ukraine. Puisqu'au début, je vous rappelle quand même que c'était ça le point de départ de l'inflation. C'était les céréales s'envolent, donc évidemment, ensuite, dans la chaîne alimentaire, il y a finalement des céréales partout, dans les biscuits, dans les pâtes, dans le pain, même dans la volaille et dans le porc, puisque c'est ce qu'on appelle les céréales sur pâte, puisque ça mange des céréales. Bref, une fois que le prix de la tonne de blé avait explosé, ça se répercutait partout. Aujourd'hui, je vous le redis, le prix de la tonne de blé, elle est 2 fois inférieure à ce qu'elle était au moment du déclenchement de la crise en Ukraine. Bon, si les fabricants de biscuits, pour prendre un exemple précis, ne baissent pas leur prix dans les semaines ou dans les mois qui viennent, ça voudra dire qu'ils auront gardé pour eux une bonne marge, l'économie qu'ils ont fait pour acheter de la farine. Il ne faut pas imaginer que les prix puissent baisser du jour au lendemain, parce qu'évidemment, les industriels, ils ont des stocks, ils n'achètent pas de la farine comme vous quand vous avez décidé de faire des crêpes. Ils en achètent sur des mois à l'avance, donc on peut accepter, on peut entendre l'idée que ça ne pouvait pas baisser aussi vite que Bruno Le Maire et Olivia Grégoire le demandaient. Mais en septembre, franchement, 6 mois après le moment où les matières premières sont redescendues, il n'y a pas de honte à espérer que les grandes marques baissent leur prix. Sauf que justement, tiens, Marie qui est avec nous depuis le Gard, au 0826 300 300, vous n'avez pas vu de baisse, vous, chez vous, Marie? Non, je n'ai pas vu de baisse et même j'ai vu quelques augmentations. Encore quelques-unes. Donc on n'est pas sorti de l'auberge, c'est ça? Là, Marie, elle illustre un double phénomène, Marie. C'est que d'abord, elle a raison sur le fond, il n'y a plus d'inflation, ça on le mesure assez nettement, mais il n'y a pas de baisse non plus. Donc évidemment, si vous attendez une baisse, vous n'allez pas la voir. Et puis ensuite, il y a aussi un autre phénomène, c'est qu'avant qu'on se rende compte que les prix baissent véritablement, il va falloir qu'ils baissent sacrément. Je vais vous prendre un exemple, encore une fois, extrêmement concret. Dans les marques qui se sont malgré tout engagées à baisser leurs prix, et le patron de Panzani l'avait annoncé chez nos confrères du Parisien début juin, en disant que à partir du 1er juillet, les pâtes Panzani allaient voir leur prix baisser. Donc là, on va souligner, il n'y a quand même pas beaucoup de marques qui l'ont dit publiquement, Panzani l'avait fait. Et donc c'est vrai. Sauf que, et là Marie, elle va vite se rendre compte pourquoi elle ne s'en rend pas compte justement, c'est que le prix d'un kilo de coquillettes, il est passé en un mois de 2,12 € en moyenne dans tous les magasins de France à 2,10 €. Vous voyez, ce n'est pas quelques centimes sur quelques produits qui feront une tendance perceptible par Marie et par tous les consommateurs. Il va vraiment falloir que ça baisse sacrément pour que nous, les consommateurs, nous en rendions compte de la différence. Et qu'on modifie notre comportement ensuite. Sauf que les négociations, vous le disiez, elles n'ont pas forcément déjà commencé. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement a quand même un peu la main qui tremble, Fanta Berrettez? Connaissant Monsieur le maire, je ne pense pas qu'il ait la main qui tremble. Je pense que faire du name and shame, on a montré qu'on savait le faire, notamment sur la loi influenceur. Rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui. Tout à fait. Mais une loi qui a été votée il n'y a pas si longtemps que ça, pour lesquelles on avait annoncé la couleur et pour lesquelles très régulièrement sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, nous avons des messages des directions. Ce sont les influenceurs obligés d'afficher un message reconnaissant qu'ils ont fraudé eux-mêmes, ce qui est particulièrement honteux. Exactement, ce qui est honteux. Donc du coup voilà. Après, je pense que comme le dit votre expert, il y a cette question du temps et du fait qu'on puisse retrouver quand on va faire ses courses effectivement. Donc la baisse de prix dans nos caddies. Moi, j'ai échangé très rapidement avec le cabinet de Madame Grégoire cet après-midi parce que des coups, c'est en plus ma députée titulaire, je suis sa suppléante. Et donc, effectivement, sur les 79 industriels qui avaient été conviés à Bercy, on constate aujourd'hui, d'après les chiffres que nous avons, que 39 d'entre eux ont joué le jeu, en fait, de la diminution de prix. 39 d'entre eux, c'est 52%. Donc, la tendance est plutôt de se dire que majoritairement, est-ce que c'est assez passé? Ça, c'est encore un autre débat. Mais majoritairement, ils ont joué le jeu. Et la question est de se dire, nous attendons donc le mois de septembre pour les réunir de nouveau et pour dire, voilà, c'est bien pour vous. Et maintenant, qu'est-ce que vous êtes en capacité de faire encore plus? Donc ça, c'est un point que je pense être important. Le rendez-vous a été pousser l'échéance à septembre. Exactement, je trouve que le titre est un peu... Deux remarques, si vous permettez Bien deux sûr. remarques. Olivier le Devers. name and shame, vous avez raison, sur la loi sur les influenceurs, les politiques ne se sont pas embêtés, ils ont cité des noms. Sauf que c'est pas comparable. Quand vous citez une personne, un influenceur, en plus qui vit à Dubaï et qui gagne 30 000 balles par mois, ça fera pleurer personne. Quand le ministre de l'économie, demain, peut-être, citerait Danone,
Citerai Président, citerai des marques comme ça, avec des milliers de salariés derrière, le risque, y compris politique qu'il y a, il est beaucoup plus fort et les conséquences elles sont plus fortes. Alors pourtant, tiens, je vous interromps. Moi je le dis, mais je suis probablement plus libre pour le dire. Oui, le bras ministériel aujourd'hui, il tremble parce que nommer telle ou telle entreprise avec les milliers de salariés, les dizaines d'usines qu'il y a derrière, c'est pas pareil que de nommer un influenceur. Donc, vous voyez, il tremble, mais pour de bonnes raisons, si je comprends ce que vous dites, Olivier Dauvert, d'après vous. Le bras tremble pour de bonnes raisons. Oui, bien sûr, pour de bonnes raisons. Et puis parce qu'encore une fois, je vous le redis, c'est comme l'arme atomique et l'arme nucléaire. Ouais. Le but, c'est de jamais s'en servir. De pas entraîner un boycott. Tiens, vous faites les courses vous-même, Abdoulaye Kanté, ou pas? Oui, ça m'arrive. Ouais. Ça m'arrive de faire des courses. Et c'est vrai que je pense que comme même aussi de tout en tant que policier, c'est vrai qu'on est très attentif aussi sur le caddie. Hein. Donc même que ce soit l'essence, etc. Et c'est vrai que l'analyse de votre expert est très intéressante parce que on voit qu'aujourd'hui, c'est le citoyen qui est pris en otage, quoi. Parce que c'est vrai qu'entre ces négociations qu'il y a entre l'industriel et le magasin, donc c'est vrai que lui, ce qu'il veut au final, le citoyen, c'est quand il va prendre son paquet de pâtes, se dire qu'il va pas le payer à un prix exorbitant parce que c'est un produit de première nécessité. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la question, c'est que évidemment il y a eu la crise de l'Ukraine qui a fait augmenter certaines denrées, mais là aujourd'hui, ça peut on va dire favoriser la malbouffe parce qu'il y a aussi cet enjeu, c'est qu'aujourd'hui, si les gens ne sont plus en capacité de pouvoir faire leurs courses et de pouvoir acheter ce qu'ils pouvaient auparavant. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se diriger, ce qu'on appelle, vers la bouffe facile, et ça va entraîner aussi tout ce qui est maladie. Alors tout ce qui s'ensuit. Donc c'est vrai que c'est une réalité et qu'il est nécessaire, je pense aussi au gouvernement qu'il ne faut pas qu'ils aient la main qui tremble face à certains industriels qui essaieraient de quand même garder ces bénéfices pour peut-être envisager d'autres choses. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, je vais un peu caricaturer, ont faim, ont besoin de manger, donc facilitons-leur la tâche. Et pourtant, Philippe Bouriaquet, vous êtes entré dans ce studio plutôt remonté comme une pendule. Mais carrément. Là, il est tout sage. Non, mais c'est pas ça, c'est que... moi, je dis à monsieur le ministre, à Bruno Le Maire, que j'apprécie au demeurant. Vraiment, pour moi, c'est le genre idéal. Et il est calme, il est posé quand il parle. Non, mais sérieusement, il prend pas les gens de manière condescendante et genre, moi, je sais plus que vous beaucoup moins. Et vraiment, on sent pas méprisé quand il nous parle à travers l'écran de télé. Et moi, c'est quand même important. Mais je voudrais lui dire à ce présidentiable potentiel, il spoil. Les Français et les Françaises attendent de nos hommes et de nos femmes politiques des gens qui prennent des engagements, qui vont jusqu'au bout de leur engagement. Alors, soit tu te tais et tu donnes pas d'engagement, soit tu vas jusqu'au bout. Et donc, par conséquent... Si vous annoncez une ligne rouge, il faut la tenir. Il faut la tenir. Sinon, encore une fois, c'est une promesse qui n'est pas tenue et là, on fait de la place aux populistes. Je suis désolé. Effectivement, lorsque les prix augmentent, la répercussion est immédiate, alors qu'on a bien entendu, merci à notre spécialiste d'expliquer le fond, qu'il y a des stocks qui sont faits, donc il faut d'abord écouler les stocks avant de pouvoir répercuter les choses, mais c'est toujours la même chose, quand il y a une augmentation, elle est immédiate, et quand il y a une baisse, elle n'arrive jamais dans le portefeuille des Français, parce qu'au moment où les nouveaux stocks avec la baisse devraient arriver, il y a une nouvelle inflation, et donc nous on le sent jamais, donc on a vraiment l'impression d'être pris pour des jambons. Olivier Dauvert, tiens, petit comparatif, même si vous êtes plus spécialiste de la consommation en France, est-ce que les prix alimentaires ont été plus contenus en France que dans des pays voisins comparables? Je pense, Grande-Bretagne par exemple, Italie, Espagne ou Allemagne? Alors, tous les pays d'Europe ont été frappés de toute façon. Ensuite, il y en a qui ont fait des réponses différentes. Le fameux panier anti-inflation qu'avait tenté de mettre en place Olivia Grégoire et puis Bruno Le Maire était inspiré directement de la Grèce, où là, par exemple, ça a eu beaucoup d'effets parce que le politique avait réussi à aligner tous les distributeurs sur une même liste de 50 produits. Et donc, ils s'étaient, vous me pardonnerez d'être familier, tiré la bourre entre eux sur les mêmes produits et ça avait eu de l'effet sur quelques produits. En France, ils n'ont pas réussi à faire un seul panier anti-inflation. Rappelez-vous, c'est chaque enseigne qui avait fait le sien. Alors, je ne suis pas en train de dire que ça n'a pas eu d'effet, parce que pour le coup, ça a eu de l'effet, voilà, et c'était utile de le faire, mais pour le coup, un effet moins fort que dans d'autres pays, et notamment la Grèce. Mais de toute façon, il faut être lucide. C'est pas parce qu'il y avait des paniers ou des listes que l'inflation s'arrêterait à la porte des magasins. Tous les consommateurs européens, ils ont payé la conséquence de la tonne de blé qui avait doublé, de toute façon. Alors après, c'est arrivé plus ou moins vite. Mais tout le monde est passé à la moulinette de l'inflation. Il n'y a pas eu d'exception. Donc c'était très difficile d'avoir des résultats politiques, ou en tout cas de tenir même de faire des promesses Fanta Berete dans un tel contexte.
Écoutez, moi pour l'instant, j'estime pas que la promesse n'est pas tenue. Ce que nous dit Bruno Le Maire, ce que nous dit également Olivia Grégoire, c'est rendez-vous donc en septembre autour de cette table de négociation. Donc moi j'y crois. On avait eu justement donc le trimestre de l'inflation où, juste pour rapporter une précision, là c'est 1700 produits qui avaient été concernés et on a constaté une baisse de 13%. C'est-à-dire que sur l'ensemble des produits... Attention, non, on peut pas raconter n'importe quoi. Là, alors je dis pas... Olivier Dauvert n'est pas d'accord. Vous êtes dans ma zone d'ultra confort, donc vous allez me... Alors moi c'est les chiffres que j'ai. Hyper précis. Non, mais je vous rassure, en plus, le 13% qui est sorti, et la première fois qu'Elisabeth Borne en a parlé dans une visite dans un hyper-U en Normandie, c'était mes chiffres, donc je suis assez à l'aise pour vous en parler. 1700 produits, c'est quand vous additionnez... Oui. Tous les produits de toutes les enseignes. En réalité, pour être concret, il y en avait 150 chez Super U, il y en avait 100 chez Cora, il y en avait 500 chez Intermarché, il y en avait 200 chez Carrefour. Vous voyez, il faut pas... Voilà. Mais vous ne m'avez pas laissé terminer. 2700. On a eu la Somme faisait ça, mais il n'y a pas eu la même concurrence qu'en Grèce. Parce que dès lors que vous aviez un produit qui est présent dans toutes les enseignes, ils se tirent la bourre. Vous savez, on leur reproche assez de se livrer la guerre des prix à nos chers distributeurs et d'être un peu saignants par moment. Donc là, ils ne l'ont pas été autant qu'ils l'auraient pu, mais encore une fois, je partage avec vous le fait que ça a été efficace. Bien sûr, sur les produits concernés, on a vu plutôt des baisses des prix que des hausses des prix, alors que sur le reste, on voyait encore de la hausse. Donc c'était utile. Et moi, j'ai été le soutien d'Olivia Grégoire, notamment là-dessus, et je ne le regrette pas du tout, parce qu'il fallait que le politique envoie un message d'action à l'opinion, parce que sinon, vous savez, quand l'inflation devient trop prégnante, trop difficile, d'abord, vous commencez par changer de magasin pour faire des économies. Ensuite, vous changez de niveau de gamme. Vous passez de la grande marque à la petite marque. Et puis ensuite, vous mettez un article de moins dans votre chariot. Vous consommez moins. Ben, vous savez quelle est la quatrième ? C'est que c'est la révolte. C'est-à-dire quand vous ne pouvez plus manger, quand vous estimez que c'est plus accessible, vous vous révoltez. Donc évidemment, il fallait que le politique fasse quelque chose, et c'était déjà bien de faire ce trimestre anti-inflation. Je n'ai aucun doute pour le dire. Très bien, donc nous disons la même chose concernant ce trimestre anti-inflation. Donc simplement, pour finir, moi je pense qu'à la rentrée, de toute manière, il y a également un autre enjeu. Les ministres travaillent aussi là-dessus, c'est que beaucoup de Français sont la tête de famille, et il y a également donc les courses pour la rentrée scolaire. Et là-dessus, donc les ministères ont déjà demandé donc à un certain nombre de directions d'étudier justement la courbe des prix pour s'assurer que début septembre, il n'y ait pas une inflation massive sur la colle, les stylos et les cahiers de nos petits. Et le travail du gouvernement, c'est mois après mois, parce qu'on est obligé de piloter malheureusement sur du court terme, la longue vision qu'on pouvait avoir parfois sur 12 mois, 18 mois, en fait, c'est plus du tout le jeu à l'heure actuelle. C'est de faire en sorte que, notamment sur le panier qui va en plus être impacté par les courses scolaires de la rentrée, les Français puissent s'y retrouver, ou en tout cas faire en sorte de ne manquer de rien pour eux et pour leurs enfants. En tout cas, et essayer d'écoper le plus possible. Et dernière question pour vous, Olivier Dauvert. C'est la question que tout le monde attend. Quand est-ce que ça va baisser, et quoi et de combien ? Bon, alors le camp, moi je pronostique déjà depuis quelques semaines, je parle d'un septembre vert. Je vous rappelle qu'en début d'année, j'avais parlé d'un mars rouge et qui pour le coup s'est réalisé. Pourquoi je parle d'un septembre vert ? Parce que d'abord, de toute façon, il y a des raisons objectives sur la baisse des matières premières, de certaines matières premières, pas toutes, mais quand même les céréales, c'est une matière première fondamentale. Et puis ensuite, il y a le bon sens. Vous savez, les industriels, quand ils vont voir que leur volume de vente baisse, que les consommateurs commencent à bouder les grandes marques pour acheter les marques de distributeurs, avec le risque qu'une partie des consommateurs ne reviennent pas ensuite vers les grandes marques, eh bien moi je crois que ça va finir par s'imposer, même s'ils ne le veulent pas, ça va finir par s'imposer aux industriels, aux grandes marques, de la loi du marché. Parce que c'est finalement le consommateur qui a le dernier mot. Vous savez, si on n'achète plus les grandes marques parce qu'on les trouve chères, ce qui commence à être le cas aujourd'hui, les grandes marques vont se débrouiller pour être moins chères. Ça fait un peu bon sens paysan, mais je l'assume, je suis fait comme ça, et donc voilà pourquoi je pense que septembre sera un mois qui sera déflationniste. Alors attention, quand on le regarde, non pas par rapport à septembre de l'année dernière, parce qu'évidemment il y aura toujours de l'inflation, mais quand vous regardez mois le mois,
on voit bien qu'on est sur le plateau là depuis quelques semaines. Il n'y a plus d'inflation. C'est comme un peu, pour finir sur une image, comme un col en haut d'une montagne. Vous avez vécu les derniers lacets dans la douleur parce que la pente elle était raide. Ça, c'est sûr. Vous êtes en haut, vous voyez que la vallée elle est très très loin, mais vous allez plutôt dans la direction de la vallée. Donc on est en haut du col et on regarde plutôt du bon côté. Vivement que ça descende. Vivement que ça descende. C'était Olivier Dauvert, mesdames et messieurs, dans sa zone d'ultra confort. C'est lui qui le dit, en tout cas, dans les rayons de nos grandes enseignes. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes expert consommation et fondateur des éditions éponymes, éditions Dauvert. Du coup, restez avec nous sur Sud Radio. Restez avec nous également, Marie. Chers amis, je vous propose qu'on débatte à nouveau dans quelques dizaines de minutes. Mais avant ça, on va essayer de se détendre un petit peu loin du coup de la vie. On va tester vos connaissances sur le 15 août. Ça aurait pu être la fête de Marie qui est avec nous. On va voir si elle connaît son 15 août. À tout de suite sur Sud Radio. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix sur Sud Radio qui continuent à débattre, même quand vous ne les entendez plus, sachez-le. Il est 17h54 sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 19h. On est toujours avec nos 3 vraies voix du jour, Abdoulaye Kanté, Philippe Bouriaki et Fanta Berete. Je vous propose, ma chère Marie, qui est avec nous au 0826 300 300 depuis le Gard, de choisir l'une de nos 3 vraies voix avec laquelle vous allez faire équipe contre les 2 autres pour le quiz. Avec Abdoulaye. Allez, Marie et Abdoulaye. Et en face, ce sera Philippe et Fanta. Chers amis, je vais vous poser plusieurs questions, c'est assez rapide. Questions de culture générale. Il y a des choses que j'ai réapprises moi-même. C'est pas du tout pour avoir l'air pédant que je vous pose ces questions. C'est sur le 15 août en général. Le premier qui a la bonne réponse rapporte le point à son équipe. C'est tout bête. On va pouvoir commencer. On commence par un anniversaire. Quelle célèbre chanteuse française fête son anniversaire aujourd'hui? On l'écoute, on va voir si vous reconnaissez son nom. À vous de le trouver. Comme un garçon, moi j'ai ma Sylvie Vartan. Sylvie Vartan. C'est Sylvie Vartan. Effectivement, un point pour Philippe Bouriaki. Vous avez tout à fait raison. Elle est née le 15 août 1944 à Iskret en Bulgarie. Bon anniversaire, Sylvie Vartan. On continue, c'est un autre anniversaire. Quel immense personnage historique et grand conquérant est né un 15 août. Première question, première réponse, Jules César. Deuxième réponse possible, Charles Quint. Troisième réponse, Napoléon. César. Oui, c'est bien Napoléon. C'est Napoléon. On n'a pas été vérifié la conformité avec le calendrier julien, mon cher. Oui, mais en tout cas, Napoléon est né le 15 août 1769 à Ajaccio. Dernière question. Le 15 août 1944, c'est l'anniversaire du débarquement en Provence. C'est pour ça que vous avez des fêtes de la Libération un peu partout en Provence dans les jours qui viennent. Quel était le nom de code de l'opération alliée qui a mené ce débarquement? 3 possibilités. Numéro 1, opération Overlord. Numéro 2, opération Husky. Numéro 3, opération Dragon. Opération Dragon. Oh, il est imbattable, Abdoulaye. Bonne pioche, Marie. Bonne pioche. Vous avez choisi le bon coéquipier. Effectivement, la veille de ce débarquement, Radio Londres a diffusé 12 messages pour la résistance, dont les plus connus sont Le chasseur est affamé, Bibendum, ou Nancy a le torticolis. C'est comme ça qu'on annonçait à la résistance le débarquement. Juste aussi une petite précision, c'est qu'on parle souvent du débarquement en Normandie, mais il faut parler aussi de ce fameux débarquement en Provence, dont aussi des tirailleurs sénégalais ont pris parti et ont permis de libérer aussi la France de l'invasion nazie. De soldats de l'armée française à cette époque qui étaient arrivés d'Afrique du Nord, ou alors certains d'entre eux en Italie. Absolument, ils venaient d'Algérie, pour certains d'entre eux des Tunisiens, des Marocains, beaucoup de pieds noirs également, et ils s'étaient battus pour libérer le pays, cette partie-là du pays. En tout cas, merci à tous les 3. Restez avec nous, merci à tous les 4. Restez aussi avec nous, Marie depuis le Gard. 0826 300 300. Dans quelques minutes, juste après les infos de 18h, on va prendre des nouvelles de ceux qui ont eu la peur de leur vie, qui ont failli voir leurs habitations ou alors leur entreprise partir en flammes dans les Pyrénées-Orientales. Vous verrez, les témoignages seront saisissants. À tout de suite. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Deuxième partie de la route des vraies voix de l'été. Oui, on est comme tous ceux qui prennent la route pour les vacances ou le retour des vacances ou pour aller au travail. On fait une pause toutes les 2 heures, c'est important. Eh bien nous, c'était la pause de la moitié des vraies voix. On est toujours avec celui qui vérifie qu'on respecte le code de la route. Par exemple, c'est le policier Abdoulaye Kanté, toujours avec nous Abdoulaye. Nous sommes également avec Philippe Bouriaki, conseiller régional écologie au centre de la région Île-de-France, et Fanta Berete, député Renaissance de Paris. Ça se passe bien cette première dans les vraies voix ?
Parfait. Bon, ça va. Jusqu'ici, tout va bien. Elle le dit avec le regard de jusqu'ici, vous avez été sympa. On est toujours avec Marie au 0826 300 300 depuis le Gard. Dans quelques dizaines de minutes, on va débattre des États-Unis. Est-ce que Donald Trump pourrait se retrouver en prison un jour alors qu'il a été pour la 4e fois inculpé? Cette fois-ci, il est visé, poursuivi par une procureure qui lui reproche d'avoir voulu se procurer, fausser en tout cas les résultats de l'État de Géorgie. Mais avant ça, direction le département où on a eu extrêmement peur, les Pyrénées-Orientales. On retrouve notre invitée Nicole. Bonsoir à vous Nicole. Oui, bonsoir. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes la responsable de ce poney club qui s'appelle Poney Escapade 2. Alors vous proposez en temps normal des excursions pour les enfants, j'imagine, à d'autres poneys. Vous êtes à Saint-André dans les Pyrénées-Orientales. C'est juste à côté de l'incendie et justement l'incendie s'est arrêté à quelques mètres de chez vous, c'est ça ? Oui, tout à fait, oui. Oui, tout à fait. L'incendie est venu de la vallée de la Vaille. Et on a vu l'incendie arriver très vite. Donc on a pris les chevaux, on a pris nos 6 chevaux et on les a emmenés en sécurité sur Sorède. On pensait être en sécurité sur Sorède, mais le feu nous a rattrapés et on est reparti sur la route. C'est ça. Ouais, donc vous avez eu très peur. Vous en êtes. Il n'y a pas eu de. Comment dire tout le monde va bien. Vous allez bien. Les personnes avec qui vous êtes mis en sécurité vont bien. Et même les chevaux, comme vous le dites, tout le monde va bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se permettre de vous le dire. Et évidemment, vous n'étiez pas dans cet état d'esprit, mais plus de peur que de mal, heureusement. Oui, oui, tout à fait. Je suis consciente d'avoir de la chance parce que ma maison n'a pas brûlé. Grâce à des voisins, parce qu'il y a eu un élan de solidarité énorme. Et mes voisins sont venus, c'est des gens du voyage, ils sont venus nous aider à protéger parce que j'ai un mobil-home derrière la maison, près des hangars et des box à chevaux. Ils sont venus nous aider, heureusement, parce que si le mobil-home avait brûlé, toute la maison brûlait. Évidemment. Alors quand vous dites nous aider à protéger le mobil-home, ça veut dire quoi, protéger un mobil-home quand on voit les flammes arriver? C'était avec les moyens du bord, on avait des réserves d'eau pour les chevaux dans des cuves. Et avec les seaux, quoi. Et vous avez tout aspergé. Et avec les seaux, et ils ont trempé le sol maximum avant que les flammes n'arrivent près du mobil-home. Et c'est ça qu'il y a. Parce que la haie, entre le voisin et moi, c'est ça. Le feu s'est propagé en fait par les haies. C'est ça, effectivement. Voilà. Et il y a beaucoup de haies, c'est en plus particulièrement ça qu'il a fait beau. Et donc, faut le redire d'ailleurs, c'est important de le redire, mais vos voisins, gens du voyage, vous ont aidé à sauver votre habitation. Ah oui, oui, moi je veux leur rendre hommage parce qu'il y a une solidarité chez ces gens-là. Et je ne sais pas si les gens partageront mon avis, mais moi j'ai pu... Il n'y a pas à partager, votre témoignage. C'est pas un avis, c'est un témoignage. Et on parle. Donc c'est pour ça qu'on vous le fait redire. Et franchement, ce matin, je suis allée encore les remercier parce que s'ils n'avaient pas été là, moi, toute ma maison brûlait. Quoi. Exactement. Le hangar, le mobil-home, le hangar, les box, tout brûlait. Quoi. Et c'est important aussi de le dire, de ceux qui, souvent au village sans prétention, ont mauvaise réputation. Je cite à dessein cette chanson de Brassens parce qu'on n'entend pas toujours bien des gens dont vous parlez, alors même que là, ils étaient là pour vous sauver, justement, et c'est important de le rappeler à tout le monde. Je vous assure que nous, on ne les a pas bien accueillis quand ils sont arrivés, parce qu'on a dit, oh non, pas ça, quoi. Voilà. Et là, franchement... Et vous avez changé d'avis? Oui. Tout simplement. Bon, il y a 3000 personnes ont été évacuées dans votre département. Elles ont été relogées. Il en reste encore quelques-unes à loger. C'est ce que disait le ministre Béchu il y a quelques dizaines de minutes. Concrètement, on sait que 480 hectares ont été ravagés. J'imagine que vous avez vu beaucoup de pompiers que vous tenez à les remercier aussi. Ah oui, oui, parce que bon, moi je sais que personnellement, là où j'habite, ils ne sont pas venus. On s'est débrouillé avec les moyens du bord, mais je leur en veux pas, je porte pas de jugement. Mais je veux dire, il y avait un vent d'une violence incroyable, un vent du sud, donc c'est très 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 rare. Moi, je suis sortie de la maison dans le milieu d'après-midi et cette tempête me soulevait de la terre, du sable, et j'ai cru que c'était le feu. Au début, j'ai cru que c'était du feu et j'ai dit à un ami qui était à la maison, je lui ai dit pétard, s'il y a une allumette là-dedans, ils pourront rien y faire. Et ben, une demi-heure après, le feu était là, quoi. Exactement, ça va très vite. Et ce qu'on retiendra de votre témoignage, justement, c'est la rapidité de la propagation. Vous partiez avec des poneys, avec des chevaux, donc ça se déplace vite. Normalement, vous déplaciez vite et le feu vous a rattrapé. Ah oui, oui, on est arrivé à Sorède et on a mis les chevaux dans un parc chez un monsieur qui avait des chevaux. Il n'était pas là, mais on a mis quand même les chevaux là pour être en sécurité.
Et même pas une demi-heure après, j'ai dit à ma fille, on s'en va, quoi. On prend les chevaux et on s'en va. Bon, écoutez, vous savez quoi, ma chère Nicole, profitez bien de vos proches, profitez de vos poneys, bon courage, et profitez de vos voisins aussi. Vous avez la chance de les avoir, quand même. Oui, tout à fait, tout à fait. Et il y a eu un élan de générosité, parce que tout de suite, j'ai eu des appels téléphoniques de gens qui ont des chevaux que je connaissais même pas, et je les remercie. On vient te chercher les chevaux où tu es. Et vraiment, il y a eu un élan de générosité. Les Catalans sont sympas. C'est ce qu'on se dira. Voilà. Bon, écoutez, bon courage. Prenez soin de vous. Remettez-vous de vos émotions. En tout cas, il faut aussi qu'on donne la parole à ceux qui s'en sont bien sortis, même quand ils ont eu la peur de leur vie, et c'est bien normal. Bon courage, ma chère Nicole. Et à bientôt sur Sud Radio. Vous savez quoi, la prochaine fois qu'on vous rappellera, c'est une promesse que je vous fais. Ce sera pour aller balade à poney quand il fera beau, que rien ne brûlera. Vous donnerez des conseils de balade, par exemple, à tous ceux qui nous écoutent et qui pourraient passer dans votre beau Roussillon. Poney-Escapade, ça s'appelle. C'est à Saint-André, dans les Pyrénées-Orientales. À bientôt, Nicole. Allez, restez avec nous. On est toujours avec nos vraies voix du jour. Marie depuis le Gard, avec Fanta Béreté, Abdoulaye Kanté et Philippe Bouriaki. Dans un instant, les actualités qui retiennent l'attention de nos vraies voix. Il y a beaucoup de déchets par terre entre Paris et Marseille. C'est ce que vous expliquera Fanta Béreté. Puis on va parler de l'Arabie Saoudite qui tente de faire sa révolution avec Abdoulaye Kanté dans un instant. À tout de suite. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Pensez-vous que Donald Trump finira un jour en prison? C'est la question qu'on vous pose et dont on débattra dans le coup de projecteur des vraies voix dans un quart d'heure avec nos deux invités américains, un républicain et une démocrate. Mais avant ce débat, les actualités qui retiennent l'attention de nos vraies voix, Abdoulaye Kanté, Philippe Bouriaki et Fanta Béreté. Fanta Béreté, ça tombe sur vous cette fois-ci. Vous allez nous parler de cet éboueur qu'on a eu plusieurs fois sur Sud Radio, qui se promène entre Paris et Marseille et qui ramasse nos déchets. Et Dieu sait qu'il y en a des déchets par terre. Oui, donc moi c'est ce qui a retenu mon attention au cours des derniers jours, parce qu'effectivement on a beaucoup parlé des éboueurs il y a quelques semaines de ça. Moi c'est une profession que je regarde depuis des années à Paris, parce qu'en fait les éboueurs on les tient à distance, mais ils ont montré qu'on avait besoin d'eux, et je pense qu'il faut en parler très régulièrement, et celui-ci est quand même exceptionnel, puisque au nom de finalement son envie de bien faire, en fait des kilomètres comme ça pour ramasser les déchets qui sont jetés par des citoyens qui, ma foi, comme moi, en fait, se disent quelque part écologistes ou souhaitent respecter finalement leur environnement et font un petit peu n'importe quoi. Donc c'est surtout pour dire que l'écologie, c'est bien d'en parler, mais en fait, chacun de nos gestes est important et nous avons tous une responsabilité, je pense, là-dessus. Donc très bien pour cet éboueur, mais moi j'aimerais simplement qu'il puisse aller se reposer pendant ses vacances et qu'il ne soit pas obligé de faire un Paris-Marseille pour ramasser des milliers et des milliers de déchets. Après, c'est le défi qui s'est lancé. C'est le défi qu'il s'est lancé. C'est un influenceur aussi. Exactement. Donc, c'est un petit peu sa marque de fabrique. Mais simplement, je voulais faire le lien avec aussi un plan dont on parle actuellement beaucoup, puisque pendant cette période d'été, nous sommes encore nombreux à fumer sur les plages. Et donc, il y a un plan de sensibilisation qui concerne les cigarettes. Et j'ai lu il n'y a pas longtemps qu'un Français sur 5, en fait, pensait que les cigarettes étaient biodégradables. Donc un Français sur 5. Si c'était dans le Monde d'il y a 2-3 jours, je vous redonnerai la date. Que les mégots et donc, il y a 23 milliards en fait, de mégots de cigarettes qui sont jetés chaque année. Et c'est vrai que les gens comme moi, on se mobilise autour de ça. Je ne jette pas mes mégots. Je ne les jette pas en tout cas dans la rue. En fait, et donc moi, en fait, je les écrase avec les doigts et je les mets en fait dans mon sac. Et quand j'arrive chez moi, je les mets dans ma poubelle. Donc c'est vrai que cette odeur de tabac froid dans sa poche ou alors dans un exactement. Mais je préfère ça plutôt que de les jeter, puisque un mégot jeté, c'est 12 à 13 ans pour en fait faire en sorte qu'il se... Et puis parlons vrai sur Sud Radio, c'est dégueulasse. Il suffit de faire tomber un mégot dans un verre d'eau, vous verrez la couleur que prend l'eau, et là vous comprendrez pourquoi il ne faut pas que ça se balade dans la nature. Ce genre de choses. Je vous donne les coulisses. Dans le plateau Sud Radio, il y a un moustique qui tourne entre nous quatre. Les trois vraies voix et moi-même, on essaie de le tuer. Mais on va y arriver à un moment ou à un autre. Quoi qu'il en soit. Tiens, mais justement, parlons un peu du civisme des Français. Je vais vous redonner la parole dans un instant. Marie, est-ce qu'on jette moins de déchets qu'auparavant dans la nature ? J'ai toujours
Nous, on nous a appris de tout petit de faire très attention à ça. Oui. Je fais la même chose avec mes petits-enfants et je jette que ce qui se détruit. Si vous voulez les coquilles d'œufs, si on va déjeuner, si on va pique-niquer, je les jette au pied d'un arbre parce que je sais que les animaux vont en profiter. Mais sinon, non, je fais très très attention pour les déchets. Oui, écoutez, il faudrait que tout le monde soit comme vous, mais manifestement, ce Paris-Marseille de l'éboueur, Ludovic, montre que tout le monde n'est pas civique comme Marie. Je le suis, c'est vrai que franchement, c'est une belle image pour comme quoi certains influenceurs peuvent faire de bonnes choses. Et c'est vrai que quand on regarde, c'est l'éducation, on va dire, j'allais dire civique et même de propreté. C'est-à-dire que voilà, ne pas jeter comme ça, voilà, des mégots dehors, parce que non seulement c'est dégueulasse, c'est pas propre. Mais je pense que pour revenir à votre question, je pense que oui, que les Français se sont, on va dire, sont améliorés, notamment dans cette conscience écologique, on va dire, parce que quand il y a eu l'époque du tri sélectif, quand on voit que maintenant que dans des appartements, même moi, on a l'habitude d'avoir 3 poubelles à l'époque, 2 poubelles au moins. C'est ça exactement. Donc on avait vu ça au départ que quand il y avait 2 poubelles, on s'est dit mais tiens, mais qu'est-ce qu'on va faire avec 2 poubelles quoi. Mais après au fur et à mesure, c'est rentré dans les mœurs et que maintenant, moi avec mes filles, ce qu'on fait, c'est que systématiquement, donc on fait très attention à le plastique, à le mettre dans tout ce qui est plastique, les poubelles à verre. Donc on les met dans tout ce qui est à verre. Donc et c'est vrai que je pense que depuis ces dernières années, je pense que oui, les Français font de mieux en mieux au niveau de l'éducation écologique. Philippe Bouriaki, c'est vous l'écolo? Ouais, moi j'ai 4 poubelles à la maison, plus un petit donc bac. j'ai choisi un bon sujet là. Ouais, alors 4 poubelles. Un pour tout ce qui est tri sélectif, papier, carton, ferraille. Un autre pour tout ce qui est verre. Et j'enlève le capuchon en plastique pour le mettre dans la poubelle en plastique et le couvercle en verre pour le mettre en métal pour le mettre. Vous êtes méticuleux. Ouais, très on en est à 2 poubelles. Alors la 3e, c'est les OM classiques qui vont à les ordures ménagères. Oui. Et la 4e, c'est tout ce qui est épluchures, coquilles d'œufs. Vous compostez. Tout à fait. C'est que Sandrine Rousseau disait qu'il fallait un compost maintenant dans les appartements. Et on peut avoir du lombricompostage, vous pouvez le faire à domicile même si vous êtes en appartement, et un bac dans lequel je mets toutes les piles usagées et les ampoules, et je le fais faire, ce tri je le fais faire par les enfants. Oui, c'est pour ça 4 poubelles plus un petit bac, et donc quand on va faire nos courses au supermarché, on les met. Alors vous habitez en ville? J'habite en ville. Qu'est-ce que vous faites du compost? Alors moi j'ai la chance d'avoir un petit jardinet. Donc oui. Voilà. Mais sinon, vous avez du terreau. Quoi, voilà. Sinon, votre compost, vous pouvez en appartement faire du lombricompostage. Et dès que ça vous a fait du compost, vous pouvez du lombricompostage. Du lombricompostage. Qu'est-ce que vous entendez par lombricompostage? C'est une boîte dans laquelle vous allez mettre vos déchets. Alors de préférence, il vaut mieux les broyer ou les couper en petits morceaux. Vous avez des animaux, des lombrics, et donc eux vont venir les consommer et en faire par leurs déchets. On est tout à fait d'accord. Mais c'est vous qui amenez les lombrics ou pas? Parce que vous êtes dans votre appartement. Donc ouais, bien sûr, il faut en acheter, il faut en commander, et donc ils grandissent tout seuls. Et puis après, donc vous allez au pied d'un arbre et vous mettez votre terreau au pied d'un arbre. Et comme ça, ils poussent mieux. Mais voilà. Pourquoi pas? Ou quand vous allez voir vos défunts au cimetière, sur vos plantations, vous pouvez à nouveau leur donner une nouvelle vie à vos plantations. Pour vous dire bondir, Fanta Berrettey. Oui, sur 2 choses. Donc la première, c'est que même dans les grandes villes, par exemple à Paris, vous avez maintenant des conteneurs dans lesquels vous pouvez donc justement chaque semaine ou à la fréquence où vous le souhaitez déposer. Vraiment, c'est dans la rue, en fait, vos épluchures de légumes et tout ça, pour que ça puisse partir au compost. Et dans les propriétés, les immeubles, même haussmanniens, vous avez parfois aussi des installations qui sont faites par la mairie avec des formations qui sont également donc à la charge de la mairie pour les habitants d'un même immeuble. Et juste pour continuer sur la question de la cigarette, j'en profite juste pour parler de la cigarette électronique parce qu'on en trouve de plus en plus, les fameuses puffs aussi qui sont jetées une fois qu'elles ne sont plus utilisables. Et donc je me permets simplement, parce que la jeunesse nous parle beaucoup d'écologie et je pense qu'ils ont entre les mains quelque chose sur lequel ils peuvent... Vous êtes en train de nous dire qu'ils jettent leurs puffs par terre? Je ne dis pas ça, je dis que ça arrive en fait. Voilà. Et que dans les puffs, eh bien, il y a une batterie et que dans les puffs, il y a également des matériaux rares comme le cobalt. Et donc en fait, c'est quelque part dangereux. Donc il y a un député, encore une fois, qui n'est pas de mon parti politique, mais d'un autre, qui a déposé une proposition de loi afin de réguler
Je pense que c'est important. C'est un outil à la mode, hein, enfin en tout cas presque un gadget, mais qui pollue véritablement et chaque jour. Et alors je fais un petit update sur ce qui se passe dans le studio. Il y a désormais 2 moustiques, mais on les aura, vous inquiétez pas. On passe après les déchets à une forme de recyclage géopolitique. Ça, c'est Abdoulaye Kanté qui avait décidé de parler de l'Arabie Saoudite. Vous voulez revenir sur ce qui fut le royaume le plus fondamentaliste et le plus totalitaire de la planète pendant très longtemps, qui essaie de devenir résolument moderne, c'est-à-dire. C'est un constat qu'on est en train de faire depuis des derniers mois, dernières semaines, notamment sur le côté sportif, quand on voit, pour ceux qui sont fans de foot, que le royaume, en fait, s'est donné comme mission de essayer d'ouvrir un peu plus son pays, à le mettre au niveau de l'élite sportive, notamment au niveau de matière du football, c'est-à-dire en essayant de recruter des joueurs qui sont généralement, quand vous allez dans ces genres de championnats, c'est pour en fin de carrière, etc. Mais là, ils se sont attaqués à des joueurs, on va dire un peu plus jeunes, notamment, on a eu Cristiano Ronaldo, là récemment Neymar et d'autres qui sont en train d'arriver, Benzema, N'Golo Kanté, tout ce qui s'ensuit. Mais au-delà de ça, c'est un peu plus poussé que ça, parce que l'État, notamment le prince Ben Salman, qui est Mohamed Ben Salman, le prince héritier, est celui qui a le pouvoir, qui s'est décidé, on va dire, à une forme d'ouverture. Je rappelle qu'il y a quelques mois, donc il voulait ouvrir un peu plus, ouvrir les droits aux femmes, notamment au royaume. On va dire les ouvrir quelques droits aux femmes. On va dire. Et aussi, c'est dit que pour le sport, donc pourquoi toujours le sport se faisait, on va dire, sur le vieux continent, et pourquoi pas le Moyen-Orient pourrait pas se doter d'infrastructures aussi, d'événements pour justement favoriser le développement sportif de l'Arabie Saoudite. Et comme mission, donc il a mandaté un fonds d'investissement à hauteur de plus de 1 milliard de dollars, donc ce qui n'est pas grand-chose dans le PIB saoudien. C'est-à-dire que voilà, nous allons mettre les moyens et essayer de recruter le meilleur. C'est-à-dire, quand on se dit le meilleur, c'est les meilleurs joueurs. Ensuite, tout ce qui est les événements sportifs, c'est-à-dire essayer un jour d'avoir les JO, d'avoir les Jeux Olympiques, tous les événements sportifs au sein du royaume. Donc là, maintenant, ma question et plutôt ma conclusion, c'est de savoir est-ce que le fait de trop ouvrir, ça casserait peut-être ce qu'on va dire, ce qui fait notre pays, notre monde, le sport en lui-même, quoi. Est-ce que l'argent va se substituer aux valeurs sportives? Bon, est-ce qu'il a commencé? Est-ce que ça n'avait pas déjà commencé avant les Saoudiens? Là, je pense que c'est un constat qu'on fait. Le sportif, les Qataris, d'ailleurs, on a vu que évidemment que la Coupe du Monde, cette Coupe du Monde a juste été extraordinaire, et une organisation une des belles, la meilleure en termes de sécurité, etc. Je voudrais rappeler, sauf pour les ouvriers qui ont construit les stades. Oui, bien sûr. Oui, on parle de sport. On est d'accord. Non, si on parle des droits de l'homme, c'est encore différent. Mais là, si on parle de sport, non, mais quand on parle de l'organisation de l'événement, c'était important de le souligner. Je sais que vous êtes d'accord, mais précisons-le. Tous ceux et toutes celles qui ont vécu cette Coupe du Monde au Qatar vous ont dit il n'y avait pas un seul embouteillage, une fluidité totale à la sortie, il n'y avait pas un papier par terre. D'ailleurs, l'Arabie Saoudite organise, ça c'est extraordinaire, les Jeux d'hiver en 2029. Ouais, ça, c'est en plein milieu du désert, c'est juste bravo. Et juste une petite précision, c'est que même en matière d'écologie, c'est que l'Arabie Saoudite justement a décidé de créer une ville avec zéro carbone à l'horizon 2030, je crois, quelque chose comme ça. Donc une ville en ligne droite. Une ville sur plusieurs dizaines et dizaines de kilomètres. Des dizaines de kilomètres avec zéro carbone. C'est que, étant donné qu'ils veulent se détacher des énergies fossiles, maintenant ils partent du principe qu'ils veulent zéro carbone et essayer de se subvenir à ses besoins. Après, sur l'argent en roi, je voudrais rappeler un événement. On a proposé quand même à Kylian Mbappé 700 millions d'euros par an et il a refusé. Ah oui. C'est vrai. Moi, je dis au prince Ben Salman, pour 2 millions, j'arrive. Oui, pour 2 millions, vous arrivez, mais peut-être que vous êtes moins rapide, en tout cas sur le terrain. C'est vrai. Vous avez d'autres qualités, on va voir ça dans un instant. Quoi qu'il en soit, restez avec nous sur Sud Radio. Dans un instant, direction non pas la péninsule arabique, mais les États-Unis. Donald Trump inculpé une 4e fois. Est-ce que l'ancien président américain va finir en prison? Débat sur Sud Radio avec nos vraies voix et nos 2 invités, 2 Américains, une démocrate, un républicain, avec vous aussi au 0826 300 300. À tout de suite. On peut remercier quand même le virtuose Quentin Cabanis, notre réalisateur des Vraies Voix sur Sud Radio, à qui on doit ce montage. On terminait avec la voix de Johnny Hallyday, magnifique chanson d'ailleurs, très belle reprise. Quoi qu'il en soit, pardon pour ce lapsus, on va rebondir tout de suite, ça peut arriver de faire un lapsus. Est-ce que Donald Trump peut terminer derrière les barreaux? C'est la question qu'on se pose et on accueille 2 invités. Cette fois-ci, Randy Yalloz, bonsoir à vous. Bonsoir, merci pour votre invitation. Soyez le bienvenu.
Merci. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes président des Republicans Overseas France. Pardonnez mon accent. Le président des Républicains en France. Nous sommes également avec Amy Porter. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et bienvenue également sur Sud Radio. Porte-parole des démocrates en France. Débat américain, tiens, américano-américain sur Sud Radio ce soir, mais avec nos vraies voix également. Première question d'abord. Répondez-moi sincèrement, Randy Yellows. Est-ce que vous imaginez, c'est un pronostic que je vous demande, est-ce que pour vous, l'hypothèse de voir Donald Trump en prison un jour est devenue plausible aujourd'hui avec cette 4e inculpation ? Moi, honnêtement, je pense que c'est un fait lointain. Je pense que ça fait les 4e fois et je pense que ça renforce sa position vis-à-vis de l'électorat. Et on voit que tout l'établissement, que ce soit les procureurs au niveau de l'État de Géorgie, que ce soit les procureurs de New York, que ce soit les départements de justice américains ou les FBI, instrumentalisent et politisent la justice. Aujourd'hui, c'est ce que les Américains voient et ça renforce sa popularité, son soutien, parce qu'ils font plus confiance aux institutions les Américains. Et aujourd'hui, il est en tête parmi les républicains et très très loin il y a DeSantis et qu'aujourd'hui qui a perdu peut-être 10 points ces dernières 6 semaines. Effectivement, alors ça peut paraître paradoxal. C'est une question que je pourrais vous poser, Amy Porter. Est-ce que finalement les accusations ou les affaires profitent à Donald Trump auprès de ses propres supporters ? Je suis vraiment interloquée d'entendre Randy dire que les Américains ont perdu confiance dans les institutions. Et pourquoi ? Parce que depuis 6 ans, Donald Trump ment. Il ment à tout le monde, il ment à ses supporters, il leur dit que la justice a été politisée, ce qui est archi faux. Et la preuve, c'est que la plupart des témoins contre Trump et les co-mis en examen sont tous des républicains. Donc, on ne peut absolument pas dire que c'est les démocrates qui instrumentalisent quoi que ce soit. Je dirais plutôt que cette 4e mise en examen décrit un schéma répété d'activités criminelles de la part de Donald Trump et la justice est en train de le rattraper tout simplement. Alors quand on vous entend, on est en France, un pays qui aime plutôt bien les Américains en général, en tout cas avec une certaine forme de fascination, on a l'impression que le pays est complètement coupé en deux et que finalement, presque plus que la France, on a du mal à se parler, on parle même plus le même langage. Est-ce que vous confirmez que la division n'a jamais été aussi profonde, Randy Yellow ? La division est aussi profonde parce que pour beaucoup de républicains, et je dirais des centristes aussi, parce qu'il y en a beaucoup de centristes qui viennent vers nous pour s'inscrire au Parti républicain ces derniers temps, c'est qu'ils estiment que ce qu'ils voient, et parlons de mensonges, le plus grand mensonge, c'est la famille Biden. Aujourd'hui, on voit une enquête au sein du Congrès qui demande le mensonge, la corruption à haute vol. Et qu'aujourd'hui, chaque fois qu'il y a une information, M. Biden a menti sur ses relations avec M. Archer, la société de son fils. Il a menti sur les relations. Il a menti sur l'argent qui était reçu par sa famille. Il a menti à plusieurs reprises. Il y a plus que 20 millions de dollars qui ont été reçus par la famille Biden. Et Mme Porter parle de mensonge ici dans un mensonge. Alors, chaque personne a une personne à la fois. Je ne vous ai pas dérangé. Randy Yellow, allez-y. On va essayer de tenir un débat. Quelques mots, Randy Yellow, et ensuite la parole à Amy Porter. Voilà. C'est une objection recevable, ceci dit, qu'elle fait. Oui, la question est de dire que les Américains font plus confiance. C'est exactement ce qu'ils ressentent aujourd'hui. Pourquoi il y a une telle popularité pour M. Trump? Il dépasse largement M. Biden, il dépasse M. DeSantis. Il doit avoir un problème. C'est face aux démocrates, il y a cet aveuglement et il instrumentalise la justice. Il y a les médias qui est aussi partiel et est biaisé par rapport à aussi le traitement de ces dossiers, parce qu'on entend très peu. Il y a 2 semaines, quand il y avait les 3 inculpations, il y avait 350 minutes sur les grands médias sur M. Trump et 0 sur M. Biden. Il faut aussi dire, Madame le procureur Elias, qui a été nommé
pour dire dans ces élections, je veux mettre M. Trump derrière le barreau. C'était son slogan pour être élu procureur de la République en Géorgie, celle qui mène la enquête. Elle a fait en sorte de faire entraîner cette enquête pendant 2 ans et demi pour interférer dans les élections à venir. Elle aurait pu déjà faire avancer les dossiers. C'était sur cette base-là. Aujourd'hui, vous allez me dire que le procureur a une impartialité. C'est tellement un conflit d'intérêts et les Américains voient à travers cela. Et je laisse Mme Porter répondre parce que c'est tellement clair. Elle peut dire ce qu'elle souhaiterait. Bon. Amy Porter. Écoutez, ça m'amuse vraiment d'entendre tous les républicains dire ce n'est pas la faute de Trump. Hein. Trump n'a rien fait. C'est la faute des médias, c'est la faute des démocrates. Il a 4 mises en examen avec 91 chefs d'accusation au total. Il a déjà été condamné pour viol, je vous rappelle, dans l'État de New York. Mais tout le monde le défend. D'ailleurs, Randy n'a pas dit Trump est innocent parce qu'ils savent très bien que c'est pas défendable ce qu'il a fait. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils accusent les autres. Ils font miroiter des choses. Regardez par ici, je vous distrais. Alors, il parle de la famille Biden. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a 0 mise en examen de Biden, 0 chef d'accusation, aucune preuve, que du blabla de la part des républicains dans la Chambre qui n'arrêtent pas de dire, regardez par ici, il y a de la corruption. C'est faux, c'est archi faux. Ils savent qu'ils n'ont aucune preuve et ça n'ira nulle part. Donc, arrêtons les mensonges maintenant. Ça suffit, Trump en fait. C'est pas la peine que Randy vous en faites aussi. Ce que je vous propose, parce qu'évidemment on n'arrivera pas à vous mettre d'accord, et puis on n'est pas là non plus pour vous pousser, à échanger éventuellement des invectives, c'est qu'on essaie d'avancer un petit peu dans le débat. Après tout, nous, on est ici en France et on a l'habitude d'être dans un pays particulièrement divisé où on s'insulte facilement quand on parle politique, où on n'écoute pas parler. En France, j'ai dit, je parle de nous là, où on s'insulte volontiers en France quand on se parle de politique et où justement on n'écoute pas forcément son adversaire. Le pays est très tendu en France. On l'a vu dans les images. Quand on vous écoute, en tout cas, on a le sentiment que les États-Unis n'ont jamais été aussi divisés. Et ça peut nous interloquer. Est-ce que vous le comprenez quand même, Randy Gallo? Oui, je comprends la division. Mais moi, ce qui m'interpelle, je vous dirais une chose qui est très intéressante, et je laisserai Mme Porter répondre à cette question. Vous savez, toutes ces inculpations de M. Trump, vous savez, ça représente plusieurs centaines d'années derrière le barreau. Vous savez, un homme comme lui, qui est fort, qui a la moitié des Américains derrière lui, vous pensez que ça renforce sa position, sa détermination? Moi, je pense que c'est plutôt le contraire ce que ça fait. Au lieu de vouloir casser un homme, c'est-à-dire il est tellement dans une situation de désespération qu'il va faire tout pour défendre son innocence. Donc, je pense à l'effet qui fédère les Américains derrière lui et l'effet contraire de ce qui montrent les sondages. Et c'est ça ce qui est étonnant, que Mme Porter ne répond pas à cette question. Pourquoi autant d'Américains et même des centristes qui dépassent largement, il a chuté M. Biden dans les sondages. Alors, ça s'explique comment? Ça s'explique parce que les gens ne font plus confiance à l'administration Biden et ils comprennent bien ce qui se passe. Bon, en tout cas, malgré tout, ces sondages, ça c'est objectif pour l'instant, ils semblent plutôt favorables à Donald Trump à ce stade, Amy Porter? Non, pas du tout. Alors, déjà, il n'y a pas la moitié du pays avec Trump. Il y a 30% des républicains qui sont des supporters de Trump, et il y a 70% des républicains qui cherchent désespérément un autre candidat, et aujourd'hui, il n'y en a pas un qui sort du lot. Ce qui me chagrine particulièrement, c'est que pendant des années, le Parti républicain était le parti de la loi et de l'ordre. Aujourd'hui, ils soutiennent quelqu'un qui est accusé de 91 chefs d'accusation criminels dans 4 juridictions différentes, et ils n'ont rien trouvé de mieux que de dire c'est toujours notre homme. Alors, je vous rappelle que Biden a gagné en 2020 avec 7 millions de voix de plus. Il va gagner avec 15 millions de voix de plus en 2024. Il n'y a aucune chance que Trump passe à l'élection générale, et tous les républicains le savent. Et on verra le pronostic s'il se réalise. Sans m'étouffer, pardonnez-moi. Donc je voudrais donner la parole à nos vraies voix qui nous écoutent. Tiens, une députée française qui est avec nous, Fanta Berrettez. Finalement, vous voyez, les débats sont plutôt sereins en France.
Bah ouais, c'est ouais, c'est vrai. Bon, moi là-dessus, je n'ai pas de commentaire spécial à faire. On n'a pas les mêmes références, on n'a pas le même type de bataille non plus. Hein. C'est pas les mêmes critères. On n'a pas ces avocats stars, voilà, qui montent les uns les autres, les uns contre les autres. Pardon. On a quelques avocats stars en France, y compris au gouvernement. Hein. Oui, tout à fait, mais on n'en a pas toute une collection comme c'est le cas en tout cas aux États-Unis. Moi, la question que je me suis posée, il y a deux questions. La première, c'est de savoir si finalement, en fait, Donald Trump était donc condamné. Est-ce qu'il pouvait être, en tout cas, s'il devait se rendre en prison, est-ce qu'il pouvait être élu Est-ce qu'on a le droit de voter aux États-Unis pour quelqu'un éventuellement en fait, j'ai vu que c'était oui. Et il y a déjà eu un précédent. Donc c'était en 1921. Donc c'était donc un syndicaliste, donc plutôt socialiste en fait, donc qui avait fait un score anecdotique, mais ça c'est possible. Et la deuxième chose, c'est une question peut-être pour nos deux invités, c'est que j'ai lu il y a quelques jours que Michelle Obama pourrait éventuellement se lancer dans la course. Alors c'est vrai qu'ici en France on n'a pas l'habitude que les femmes de nos présidents partent dans la course. On avait déjà eu le cas avec Hillary Clinton. Donc en fait, est-ce que c'est une rumeur? Est-ce que c'est quelque chose qui prend de l'ampleur ou pas? Parce que là, ça pourrait changer la donne. On va commencer déjà avec Randy Yellows. Imaginons, alors je sais bien que vous ne le souhaitez pas, imaginons que Donald Trump finisse derrière les barreaux. Est-ce que vous voteriez quand même pour lui? Est-ce que vous pourriez voter pour lui, même s'il était emprisonné? Moi, je pense qu'il y a deux questions qui se posent devant les Américains. Un, il ne s'agit pas de parler s'il est derrière le barreau. Aujourd'hui, il y a la présomption d'innocence. Et aujourd'hui, on en parlera le moment venu. Et aujourd'hui, je n'ai rien à dire sur ces cas d'affaires pour le moment. Donc, par rapport à ça. Clairement, il y aura les primaires au mois d'août l'année prochaine et on verra qui sera les candidats. Donc, il y a plusieurs candidats. Si quelqu'un se présente. Donc, pour le moment, je pense que c'est prématuré. Et en tout cas, la question se pose, pourquoi est l'opportunité de poursuivre et d'inculper M. Trump à ce moment, à peine 12 mois avant les primaires? Ça, c'est aussi une question d'opportunité politique pour interférer dans le déroulement des élections. Parce qu'ils avaient 2 ans et demi, tous ces procureurs, allant sur leurs enquêtes depuis 2020. Et ils ont attendu presque 3 ans pour lancer toutes ces procédures, juste pour une raison, pour bloquer M. Trump. S'il y avait des preuves suffisantes, pourquoi ils n'ont pas lancé ces procédures plus tôt? Toutes ces affaires se dévoilent tout d'un coup. En 3 mois, 4 mois, il est inculpé pour 4 affaires. Vous ne pensez pas que c'est opportunistique? Pour moi, ça se montre tout. Les Américains voient à travers cette voile. Les Américains ne sont pas... ils comprennent bien les intentions des démocrates et aussi de l'administration à Washington. C'est ça, les bureaucrates qui sont derrière et qui, eux aussi, défendent leur position. Ah oui, parce que pourquoi le FBI et les départements de justice sont instrumentalisés contre les républicains. Ça se voit. Et ils n'ont pas poursuivi Mme Clinton et l'administration et aussi les campagnes de Mme Clinton, qui c'était les canulars de la Russe. Non, il y a les canulars russes et eux, ils ont payé un ex-membre agent du MI6 qui a monté tous les dossiers russes contre M. Trump. Et c'était reconnu de leur part. Ils ont reçu uniquement une amende. Personne n'a été mis en prison par rapport à cette violation. Et c'est eux qui ont monté tous les dossiers. Oui. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse aussi répondre Amy Porter, notamment sur la question que posait Fanta Berete. Oui. Alors, la candidature de Michelle Obama est un vieux fantasme républicain. Vous pouvez l'oublier. Elle ne se présentera pas. Elle n'a dit à multiples reprises que ça ne l'intéresse absolument pas. Donc on arrête avec ça. Alors par rapport à ce qu'a dit Randy, lui qui est avocat, il devrait le savoir, que les enquêtes, ça prend du temps. Là, on a 19 personnes inculpées. Vous pensez qu'en 6 mois, elle aurait pu boucler son dossier? Vous auriez dit, mais non, elle a bâclé son dossier. Il fallait attendre. Donc évidemment, ça a mis 2 ans pour pouvoir faire la mise en examen. Donc encore une fois, des arguments de mauvaise foi totale. Alors, pourquoi l'administration Trump et le département de justice Trump n'a pas inculpé Hillary Clinton
parce qu'elle n'avait commis aucun crime, tout simplement. Donc qu'on arrête avec ces vieux fantasmes. À chaque fois, ils sortent les vieux dossiers du placard qui ont été mis au placard, justement, il y a des années de ça. Encore une fois, je vois qu'il ne soutient pas Trump, il ne dit pas que Trump est innocent parce qu'il sait que ce n'est pas le cas. Et il accuse tout le monde, d'autres, d'être responsable de ce qui lui arrive. Monsieur Trump va être jugé pour ses actions, pour ce qu'il a fait, pas pour ce qu'il a dit d'ailleurs, je précise, de ce qu'il a fait, ce qu'il a essayé d'encourager d'autres à faire, c'est-à-dire renverser les résultats d'une élection. En tout cas pour l'État de la Géorgie, ce qui concerne en tout cas notamment les résultats dans l'État de Géorgie, puisque c'est la raison de son inculpation de ce jour. Question pour vous de Philippe Bouriaki qui est avec nous. Bien plus qu'une question, j'ai envie de dire qu'effectivement, je rejoins la dernière analyse. Les procureurs aux États-Unis, lorsqu'ils montent un dossier, ils doivent le monter à charge et à décharge. D'accord. Et donc ça, forcément, ça demande du temps. Le temps de la justice, c'est pas le même temps que médiatique. Et donc quand ça arrive, vous avez l'argument facile de dire au complot, on m'en veut, on veut m'empêcher. Et le problème, c'est que ça fonctionne. Parce que le temps vient en intersection avec les révélations et les enquêtes. Et donc, ça donne un sentiment, ça renforce, sans vouloir préjuger, sans vouloir mêler la politique américaine. Le timing est malheureux. Quoi. Le timing est malheureux, mais c'est le timing de la justice. Je voudrais juste rappeler que le FBI, lorsqu'il a fait éruption au domicile du Trump, est tombé sur des dossiers classés défense qui n'auraient jamais dû sortir de la Maison-Blanche. Autre affaire, mais effectivement. Je ne sais pas ce que ça a donné, mais effectivement, ce que je peux confirmer, c'est que Trump peut se retrouver derrière les barreaux et faire campagne et même être élu. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et ce serait encore une fiction assez intéressante, en tout cas à suivre. Ce que je vous propose, chers amis qui êtes avec nous d'outre-Atlantique, Amy Porter et Randy Yellow, c'est qu'on termine par une question toute bête. Elle est facile à poser, mais en même temps, elle est cruciale parce qu'on en doute quand on vous entend tous les deux. Imaginons que soit Donald Trump, quelles que soient les circonstances, soit Joe Biden, soit chacun réélu l'un ou l'autre la prochaine fois. Est-ce qu'ils seront reconnus par ceux des Américains qui auront voté contre eux? Andy Yallo. Pour moi, j'estime que pour les Américains, il y aura une élection, il y aura un président, après on verra les résultats. Et en Amérique, on souhaite que les élections soient justes et ordonnées. Et c'est tout. On ne souhaite pas des difficultés comme on a eu en 2020, quand on a eu les difficultés qui encore, on a 22 États qui n'ont pas de loi, ils ne demandent pas les cartes d'identité, et encore, on aura des démocrates qui vont justifier, pas tous les Américains n'ont pas des cartes d'identité, mais ils ont tous leur carte d'identité pour aller dans un bar ou dans une boîte de nuit, mais ils n'ont pas une carte d'identité pour se présenter. Alors, je vous repose ma question de manière plus précise, et je poserai la question symétrique à Amy Porter. Si jamais Joe Biden est réélu, est-ce que vous le reconnaîtrez comme votre président? Randy Yallo. Oui, le président sera élu, on doit le reconnaître comme président. On est dans une démocratie, c'est le cas. Notre institution est faite comme ça. Et on espère qu'on n'aura pas les difficultés qu'on a eues précédemment pendant les dernières élections. Amy Porter, si jamais Donald Trump est réélu la prochaine fois, est-ce que vous le reconnaîtrez comme votre président? Évidemment, comme on l'a fait en 2016, malgré le fait qu'il a eu 3 millions de voix de moins que Hillary Clinton, mais avec le collège électoral, il avait gagné suffisamment de grands électeurs pour être élu. Oui. Dans les règles, effectivement. Est-ce que vous pensez maintenant, c'est la question que je vous pose aussi, que vos supporters ou alors que les électeurs, que les militants démocrates seront en mesure de reconnaître Donald Trump et les militants républicains de reconnaître Joe Biden? Amy Porter d'abord. Alors déjà, je voudrais réagir sur ce qu'a dit Randy. Il n'y a eu aucun problème dans les élections de 2020, à part les mensonges de Donald Trump. Donc aucune fraude détectée. L'élection le plus sûre de notre histoire. Donc qu'on arrête de dire qu'il y a eu des problèmes, il n'y en a pas eu. Donc, des problèmes manifestes, oui, puisque ça n'a pas été reconnu, mais en revanche, ce que vous dites effectivement, c'est qu'il n'y a aucune fraude qui a été démontrée. Voilà, il y a eu 62 dossiers juridiques qui ont été montés et que tout ont été balayés par la justice. Donc voilà.
Donc oui, on reconnaît les élections aux États-Unis. Je pense que les démocrates sont mieux placés pour le faire. On a déjà eu en 2000 la défaite de Al Gore face à quelques centaines de votes avec contre George Bush. Il a concédé. On a eu, comme je vous viens de dire, les 3 millions de voix de plus pour Hillary Clinton, qui a quand même concédé le soir même, et Donald Trump, 2 ans après, qui continue à dire qu'il a gagné et que tout a été truqué. Donc on n'est vraiment pas égal devant ce genre de questions. Bon, chers amis américains, quoi qu'il en soit, on vous aime beaucoup, sachez-le, et on espère bien que ce pays restera le plus uni possible quand il le pourra. Merci à tous les deux d'être intervenus depuis très loin, d'ailleurs, sur Sud Radio ce soir. Amy Porter, qu'on entendait à l'instant, vous représentez les démocrates en France. Merci à vous également, Randy Yallo, président des Republicans Overseas France. Vous êtes bien sur Sud Radio. Les vraies voix sont jusqu'à 19h. Retour en France. Dans un instant, on va essayer de vous proposer, tiens, une petite sortie. Faire la fête. Beaucoup d'endroits en France font la fête ce soir. On en parle tout de suite. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix de l'été sur Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h avec Fanta Berete, Abdoulaye Kanté, Philippe Bouriaki, dernière ligne droite sur Sud Radio. Et tout de suite, on retrouve notre invitée Agnès. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio, directrice de l'Office de tourisme de Carnon. On est où à Carnon, alors précisément? Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous laisser le rappeler. Pas très loin de Montpellier, c'est ça? L'Office de tourisme de Montviot-Carnon, en fait, parce que c'est la commune de Montviot-Carnon, c'est ça. Avec un littoral, qui se trouve à 13 km, à peu près 13 km de la mer, et de Montpellier, pardon. Et ensuite, Montviot est à une quinzaine de kilomètres de Carnon, donc on a la chance d'avoir un littoral et un rétro-littoral. Bon, j'imagine qu'en ce moment, la population de votre ville a triplé ou quadruplé, non? Oui, à peu près. On a du monde. C'est ça. On a du monde. Il y a des vacances pour tout le monde, sauf pour vous. C'est ça aussi? C'est ça. On sait quand, tiens d'ailleurs, juste petite parenthèse, les vacances de la directrice de l'Office de tourisme d'une ville balnéaire comme celle-ci qui a la plus importante période de l'année en plein été. Vous partez en vacances quand, vous? On part en vacances après, quand tout le monde rentre. C'est ça, l'été indien en septembre. Fallait le dire, c'est important d'avoir une pensée pour tous ceux qui sont là pour accueillir les vacanciers français. Qu'est-ce que vous faites ce soir justement? C'est le 15 août, feu d'artifice? Alors ce soir, oui, on a un feu d'artifice. En fait, c'est un peu traditionnel à Carnon. Le 15 août, un peu partout d'ailleurs, parce qu'on n'est pas les seuls à tirer le feu d'artifice. Mais sur Carnon, il y a un feu d'artifice ce soir à 22h30. Pourquoi à Carnon? Pourquoi le 15 août précisément? C'est une tradition? C'est une habitude qui a été prise? Il y a une fête particulière pour vous? Ou c'est parce que aussi il y a beaucoup de vacanciers? Alors c'est effectivement vraiment le cœur de la saison estivale. Je dirais plutôt que c'est surtout une tradition. On a toujours, depuis des années, de nombreuses années, fait un feu d'artifice en fait le 15 août. On a un feu d'artifice 13 juillet et le feu d'artifice du 15 août, qui clôture pas, mais qui est encore un élément de l'été et de la fête avant finalement cette petite retombée que l'on vit malheureusement à partir du 20 août, où on commence à voir des départs. Petite question toute bête, comment on prépare un feu d'artifice? Parce que nous, on a tendance à se dire, vous allez acheter quelques pétards, vous les posez, mais qu'est-ce que vous vous dites? Vous débloquez un budget, j'imagine que vous choisissez une certaine ambiance, peut-être une certaine musique, que ça dure une certaine durée? Alors, un feu d'artifice, ça dure à peu près un quart d'heure. Ça se prépare très en amont. Et pour nous, par rapport aux autorisations préfectorales notamment, parce que effectivement, on ne tire pas un feu d'artifice, surtout aujourd'hui. C'est quand même très encadré, donc il faut faire très attention. On a quand même des professionnels, on travaille avec des professionnels, des artificiers. Évidemment. Ils font ce métier, donc ils connaissent tout à fait la réglementation, mais qui doivent préparer aussi les feux, parce qu'un feu, ça se prépare, c'est de l'art. Donc ça se dessine, ça se compose et on travaille avec une société. Et vous demandez des choses en particulier? En fait, on les laisse libres. Alors, on a parfois, quelques demandes un peu particulières qui essaient de nous réaliser, mais c'est vrai que dans ce milieu-là, qui est peu connu, on préfère leur laisser, on va dire, la surprise, la licence poétique. On va le dire comme ça. Et tiens, dernière chose d'ailleurs, parce qu'il y a un petit effet qui se coule dans votre feu d'artifice, c'est-à-dire que les gens qui seront à Carnon sur la plage en train de regarder votre feu d'artifice à 22h30, s'ils ne bougent pas à 23h, ils en apercevront un autre, c'est ça?
Oui, exactement. Parce que la grande mode commence à 23h, vous vous rendez compte? On peut le voir, ouais. Et ils le verront du même endroit, c'est-à-dire que les Occitans font une espèce de canon musical de feux d'artifice, c'est ça? Exactement. Je crois, je sais, peut-être je me trompe, mais il me semble que Palavas également. Donc on est entre les deux stations et effectivement les gens ont la chance de rester sur la plage et d'assister à 3 feux d'artifice à quelques minutes d'écart. Bah on verra qui a les plus belles fusées, hein, on va dire ça comme ça. J'imagine que vous tirez un petit peu la bourre entre communes voisines, ce serait normal. Merci beaucoup, belle soirée, beau feu d'artifice. Agnès, directrice de l'Office de tourisme de Carnon. Bon, bah écoutez, vous voyez, ça donne envie d'aller se balader. Oui, hein, la côte, le feu d'artifice et tout ça. En plus, 3 d'un coup. 3 d'un coup. Tiens, envoyez vos plus belles images sur le site de sudradio.fr. Ah, ce serait, tiens, c'est une bonne idée. Vous nous prenez quelques photos, envoyez-les nous, et puis on comparera. On verra si jamais vous avez battu la grande mode ce soir, Agnès. Merci beaucoup d'être intervenue sur Sud Radio. C'est la fin des vraies voix. Bon, la première s'est bien passée, Fanta Bérété? Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Elle reviendra alors. Voilà. Élève sérieux peut mieux faire. C'est ça qu'elle nous dit. On est la seule radio à se faire noter par nos propres invités. Vous avez vu, Philippe Bouriaki? Super. Allez, vous reviendrez évidemment tous les 3, Abdoulaye Kanté également. À part le moustique qu'on n'a toujours pas tué, je vous le confirme. Je rappelle que Abdoulaye Kanté est policier, que Fanta Bérété est député Renaissance de Paris et Philippe Bouriaki, conseiller régional Europe, conseiller régional non pas Europe, mais écologie au centre. Voilà, j'ai failli faire un autre lapsus. Vous avez changé de crèmerie, c'est vrai, mais elle est toujours verte, on va le dire comme ça. Allez, la suite de votre soirée à l'écoute de Sud Radio. Vous vous souvenez sûrement de l'institut le plus célèbre de France chez Gérard Klein. Il est toujours sur Sud Radio entre 10h et midi sur les routes de l'été. On vous emmène en Corrèze juste après les infos de 19h. Revisiter le musée Jacques Chirac à Saran. Tous les cadeaux diplomatiques magnifiques du monde entier. Une caverne d'Ali Baba exceptionnelle réunie dans un musée en Corrèze. Gérard Klein s'entretient avec le personnel du musée, avec aussi la fille du président de la République, de l'ancien président Claude Chirac. Ce sont les routes de l'été. Gérard Klein, Antoine Mazère, de 19h à 21h. On va y arriver juste après les informations. Belle soirée à l'écoute de Sud Radio.